Docteur Boundou, bonjour, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, malgré la tornade qu'il y a eu chez nous. C'est en fait à cause de la tornade qu'il y a eu un tout petit peu des contraintes liées au trafic. Oui. C'était pas évident, mais puisque j'avais donné ma parole, un bon silat, lorsqu'il promet, il réalise. Je suis un homme de parole. J'ai dit ce que j'ai fait et j'ai fait ce que j'ai dit. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci d'avoir honoré votre engagement. Merci. Comme vous le savez, chers abonnés, on avait annoncé précédemment aujourd'hui qu'on allait avoir Dr Youssouf Boundou Sylla comme invité. Et Dr Youssouf Boundou Sylla, il n'est plus à présenter pour beaucoup de Guinéens, mais c'est le coordonnateur général de site d'information Guinée News. Alors, sans plus tarder, avant d'aller, Dr Youssouf Boundou Sylla, dans le vif du sujet aujourd'hui, moi je vous demanderai de vous présenter. De projets de suivi, évaluation, de réalisation d'études d'impact environnemental. Ensuite, au niveau de la gouvernance, j'ai travaillé avec Harvard dans le projet qu'on appelle l'indice de gouvernance en Afrique. Pendant 2 ans, j'ai été coordonnateur de ce projet. Ouais. Avec Mo Ibrandic qui finance ce projet que les Guinéens connaissent. Attends, on va voir. Ok, là, il dit que le son est revenu. Ok, c'est parfait. Merci pour votre retour. Donc, alors, docteur, vous allez revenir juste un petit peu en arrière. Et comme ça, les gens ils disent qu'ils nous reçoivent. Tantôt, ils ne nous recevaient pas. Bon, d'accord. Je vais me permettre de me reprendre. J'ai dit que je n'ai étudié que le génie. Génie, bachelor, degré, si vous voulez, en génie chimique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Génie civil à l'université de Gouma, si vous voulez, Kiriou, ça c'est de l'autre côté du pays du soleil levant. Génie environnemental au niveau de la même université, dans le département de génie civil environnemental. Donc j'ai un titre de doctorat en environnement. Après ma graduation en mars 2005, j'ai été coopté par le système des Nations Unies comme consultant pour travailler au niveau du développement international, puisque c'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'est dans ce cadre que j'ai participé à plusieurs missions
de formulation, de suivi-évaluation, de réalisation d'études d'impact environnemental, notamment en Côte d'Ivoire, au Congo, en République de Guinée plus de 2 fois, au Burkina, au Mali, un peu partout en Afrique de l'Ouest, partout où le système des Nations Unies, notamment le Fonds international de développement agricole, le FIDA, intervenait dans le cadre du financement des projets et programmes. Et j'ai toujours fait appel aux différents experts dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est vrai que les gens me confondent souvent comme à un journaliste. Ils pensent que je suis journaliste de profession. Oui, justement. Est-ce que vous êtes journaliste? Je dois la faire aujourd'hui. Puis à chaque fois que j'ai de l'opportunité, il me faut revenir un tout petit peu en arrière pour clarifier. Ma passion est venue du journalisme. Étant jeune étudiant au Japon en 98, est venu de participer au développement de mon pays à travers la plateforme à l'époque qui était unique à son genre, Bubacom à l'époque Guinée News. Le forum était là. Moi, en 98, une fois arrivé là-bas, j'ai découvert ce site merveilleux à travers son forum qui était très populaire. Je commençais à participer dedans. Et de là, le fondateur m'a repéré. Donc 98-99, Bouba Kababa a essayé de me négocier. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Avec les études, si vous voulez, les recherches liées au doctorat là-bas, donc ce n'était pas toujours évident. Mais lorsqu'il s'est déplacé, je l'ai déjà dit à travers les GG, pour aller me voir au Japon, ça m'a touché. Je n'avais pas d'autre choix que de m'engager, de l'aider à développer ce site qui était au stade embryonnaire, parce que c'était 1 an après sa création. C'est ce qui m'a poussé à m'impliquer parallèlement à mes études au Japon, à mes recherches, parallèlement aux préoccupations familiales. Il fallait quand même que je puisse participer au développement de mon pays à ma façon. Donc il m'a confié la coordination générale du site de façon bénévole, qui n'a rien à voir avec le journalisme, mais avec la passion qu'on a, l'amour et le patriotisme aidant. On s'est retrouvés dedans parallèlement à nos activités, parce que Bouba lui-même, il n'est pas un journaliste, c'est un haut cadre du gouvernement fédéral ici. Il y travaille depuis plus d'une vingtaine d'années. Et moi, depuis que j'ai commencé à travailler comme consultant, j'ai toujours évolué comme étant un travail autonome qui me permet à la fois de participer au développement de mon pays à travers Guinée News et aussi de continuer à faire vivre ma famille à travers le travail que j'ai fait en tant que consultant agréé du système des Nations Unies. Voilà grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Je ne suis pas du genre à parler de moi très souvent. Je préfère laisser soin aux autres ou laisser les autres parler. Voilà. Ok, donc alors vous avez entendu le long parcours de Dr Youssouf Boundoussila. Alors, mais donc, si je comprends bien, vous êtes arrivé dans le journalisme parce que justement, c'est pour ne pas refuser la main tendue de Bouba, ou parce que vous-même vous avez cru à un moment donné que, bon, peut-être bénévolement, vous allez essayer d'apporter quelque chose qui manquait à la Guinée au niveau de l'information. Oui, en fait, j'avoue que le tournant décisif de ce parcours-là était du fait que Bouba soit parti me voir au Japon sans me connaître au préalable par l'Internet. C'était donc, on est devenus très amis et frères. C'est donc nos familles se connaissent. Vous savez, l'humilité chez nous, elle est extrêmement importante. Quelqu'un qui est plus âgé que vous, il quitte l'Europe, il quitte l'Afrique, il saute sur tous les continents, là, il va tomber sur toi en Asie, alors qu'il ne t'avait jamais rencontré, vous voyez, ça touche. Donc, effectivement, en tant qu'homme de conviction, quand c'est comme ça, je n'ai pas de barrière, je me lancerai à fond, tout en n'oubliant pas, si vous voulez, mes priorités qui étaient liées à l'accomplissement de la mission qui m'a amené au Japon. Donc, si participer au développement du pays ne veut pas dire forcément il faut y vivre à l'intérieur pour être un acteur sur place. Il y en a, chacun va participer à sa façon au développement de son pays. Il suffit d'avoir un esprit patriotique, il suffit d'avoir l'engagement citoyen, puisque vous et nous, malgré que nous vivions tous ici à l'étranger, c'est notre devoir. Il est de notre devoir et notre obligation, notre responsabilité de participer, si vous voulez, à la conscientisation de nos concitoyens, à leur éducation par rapport aux grands.
Donc si je comprends bien le message là, ça veut dire que la diaspora au-delà, il ne suffit pas seulement d'être en Guinée pour pouvoir contribuer. Donc on peut être à l'étranger et puis pouvoir aider son pays dans toute forme à pouvoir se développer. Mais naturellement, j'ajouterai par la suite que Guinée News, dont j'ai la charge de coordonner à distance à travers son chef de bureau, Amadou Tam Kamara, qui je salue ici de passage, on a commencé à zéro. Et vous imaginez avec le nombre de journalistes que nous avons aujourd'hui, qui vivent que de ça. Parce que si on n'avait pas essayé de mettre quelque chose de solide en place pour faire la différence des opinions aux articles, aux informations, c'est sûr qu'on ne serait pas en mesure de rentabiliser les sites afin de lui permettre de prendre en charge les journalistes qui travaillent pour informer les Guinéens. Voilà. Ok. Alors, bon, ces dernières semaines, vos articles ont fait le show gras des médias, des sites d'information et puis des radios de la place. Ah bon? Suite aux articles relatifs aux enquêtes sur les mécanismes de détournement de fonds publics. Parce que j'estime là, on va aller maintenant au fond du sujet. Et à travers justement un exemple de mécanisme, c'était l'AP. Vous avez fait un article qui parlait des AP. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi d'abord, c'est quoi que veut dire AP en fait, c'est quoi, quel type de mécanisme? Les AP s'appellent dans le jargon guinéen les autorisations de paiement. Okay. En fait, c'est un pouvoir que détient le ministre de l'économie et des finances de la République de Guinée. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas des procédures qui sont interdites en tant que telles, mais on doit faire appel aux AP dans le cadre des dépenses d'urgence, notamment les dépenses liées à l'armée, aux forces armées, et aux institutions républicaines, parfois à certaines dépenses de souveraineté. Et l'AP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une procédure accélérée. C'est-à-dire, si on fait référence, si vous voulez, à la gestion nationale du budget, pour qu'on puisse faire le décaissement, il va falloir faire il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Donc, ça passe de bureau en bureau. Et très souvent, c'est très compliqué et c'est lent. Donc, face aux dépenses, si vous voulez, d'urgence, notamment liées aux forces armées, j'insiste là-dessus. En temps de guerre, peut-être ou quoi? Bon, c'est que c'est pas tellement précis dedans. On parle des dépenses d'urgence, ça peut être en temps de guerre, ça peut être pour, si vous voulez, encadrer une manifestation spontanée qui n'a pas été budgétisée. On peut parler aussi certaines dépenses de souveraineté de la présidence de la République et ou certaines dépenses liées aux 5 institutions républicaines que la Guinée possède. En ce moment-là, on pourrait faire référence aux AP. Mais il peut y avoir, puisque l'article 26 si vous voulez, qui portant réglementation de ces autorisations de paiement est très clair. Ce sont les dépenses des souverainetés de l'armée et les dépenses de certaines des institutions de la République. Mais lorsque, tel que ce fut le cas récemment, le cas quand le pont Lissa a lâché, c'était pas prévu dans le budget, par exemple, de rétablir ce pont-là. Dans ce cas-là, c'est justifié. Le ministère des Transports peut justifier ce type de dépenses pour soulager les populations, puisque ce coin-là a été coupé du reste du pays. Donc en fait, l'utilisation en soi n'est pas un problème. Il faut que les dépenses soient justifiées. Mais l'autre problème, c'est quoi? Donc, je disais que le ministère des Finances et des Travaux publics peut faire une dérogation à travers l'AP, mais c'est le ministre de l'économie et des finances qui doit signer l'AP et ça l'engage. Vous comprenez? Mais lorsque les travaux sont effectués, tels que dans le cas de la réhabilitation, si vous voulez, la reconstruction du pont de l'INSA, les rapports doivent être parvenus au DAF du ministère des Travaux publics qui doit régulariser pour dire que voilà, ce pourquoi l'argent a été décaissé, le travail a été fait physique, c'est visible, à travers ce rapport-là, et on régularise. Mais en dehors de cela, faire des actes, c'est-à-dire que des multitudes d'appels là, ça n'a pas d'autre parfum que le détournement des deniers publics. Et justement là-dessus, dans l'article, vous avez parlé, surtout concernant une entreprise qu'on appelle Ebomaf. Dès que des contrats
qu'on a essayé de voir en Haute-Guinée, notamment sur la réhabilitation des routes. Il y a beaucoup de coins comme des réalisations qui n'ont pas été effectuées. C'est ça, c'est que l'argent, comme vous dites, 10 milliards a été déboursé, qui a été... Mais est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui a débloqué? C'est-à-dire c'est la ministre des Finances, donc Mala Dokaba, parce que c'est elle qui... Vous avez dit que c'est la seule personne qui est habilitée à pouvoir autoriser l'AP. Oui. Je disais, les 10 milliards là, je n'ai pas parlé de 10 milliards dans le cadre des AP concernant Ebomaf. J'ai parlé plutôt de 50 milliards. Et avant ces 50 milliards, des centaines de milliards avaient été déjà décaissés. Normalement, si vous avez très bien lu l'article et que si réellement vous l'avez compris, il a été très clair pour, si vous voulez, décrire le processus de décaissement des fonds conformément aux lois et textes réglementaires en République de Guinée. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans le cas là? Initialement, tel que c'est décrit dans l'article, sur une distance de 194 km, c'est-à-dire la route Kankan-Kissidougou, et il y a eu des tractations entre les travailleurs de BOMAF, la direction de BOMAF Guinée, et le cadre du ministère des Travaux publics, si vous voulez, du gouvernement guinéen, parce que je dois parler comme ça, du gouvernement guinéen. Donc, de 194 km initialement prévu, avec un montant global de 65 millions de dollars sur le budget national, et on a essayé de réduire la distance. Donc de 194, on est revenu à 20, à 50, à 40 d'abord, après on est revenu à 20. Or, initialement, ce qui était prévu, c'était les 194. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Il y a eu des décaissements en faveur de Ebomaf, notamment le dernier décaissement, les 50 milliards, ça je suis formel, j'ai la documentation qui l'approuve. Et sur le terrain, pour ne pas faire du tort à X ou à Y, on a essayé quand même d'envoyer notre correspondant local qui est là-bas, qui s'appelle Amadou Timbobari. Il est allé voir des visu, il a pris des photos. C'est pourquoi l'argent, les différents montants ont été décaissés. Le travail n'a pas été réalisé. Vous avez vu des images. Il suffit de cliquer encore sur www.guinenews.org. Vous allez faire les recherches dans les archives. Vous pouvez retrouver encore l'article. Donc, ça, les travaux n'ont pas été effectués. Mais vous avez vu la version même du représentant local de l'Ebomaf en Haute-Guinée là-bas. Il a accordé une interview à Guinée News en juillet 2017. Et au cours de laquelle il a dit clairement que c'est le gouvernement qui a créé des problèmes là où il n'y en a pas. Et vous ne pouvez pas comprendre quand même. Un ministre de la République, quand même, est censé rendre des comptes. Un ministre de la République. Mais finalement, c'est ça qui est responsable de cette situation. Je ne peux pas, je ne suis pas là, je ne suis pas un juge pour situer les responsabilités. Mais tout ce que je sais, les autorisations de paiement engagent le ministre de l'économie et des finances. Mais en ce temps, c'était Mala Dokaba. Et puis Mala Dokaba, on a longtemps dit que Mala Dokaba, elle était quand même contre certains types elle obéissait à l'orthodoxie financière, c'est pour là qu'elle avait des problèmes avec les gens pour travailler, mais finalement on se rend compte que c'est à son temps que toutes ces choses-là, ces mécanismes-là... Je ne voudrais pas émettre de jugement de valeur sur Mala Dokaba, je ne suis pas un cadre non plus du ministère de l'économie et des finances, mais ce que je sais, c'est autant de Mala Dokaba qui a eu foisonnement, multiplication des autorisations de paiement. Elle-même s'étant rendu compte, si vous regardez, il y a même de la documentation, que lorsque les autorisations de paiement ont atteint plus de 1000 milliards de nos francs, alors que le barème qui est fixé, c'est autour de 450 milliards, et tout de suite là, elle-même, elle les a interdits au départ. Mais après un moment là, vous connaissez le pays, peut-être qu'elle est de bonne foi. Il y a la pression extérieure, donc et que le système peut-être est plus fort. Je ne saurais, mais là peut-être que réellement elle n'aurait pas résisté. Mais vous savez, ça aussi c'est une hypothèse qui est discutable. Parce que quand on est à un poste de responsabilité, je l'ai dit, on assume les responsabilités. On assume les responsabilités. Si ça ne va pas, il y a l'imputabilité qui est là. On tire les conséquences qui s'imposent et puis on claque la porte, on s'en va. Malheureusement, tel n'est pas le cas de chez nous. Et même si peut-être qu'elle avait la volonté de jeter les éponges, il y a toujours cette pression familiale qui est là, qui va l'empêcher de quitter. Je ne peux pas émettre, encore une fois de plus, de jugement de valeur sur Malado. Mais ce qui m'a surpris quand même, dans le cas de ce dossier, je lui ai envoyé un courriel. Elle n'a jamais réagi. Et qui ne dit rien, consent. Donc, comme je vous ai dit clairement,
Les autorisations de paiement n'engagent que le ministre de l'économie et des finances. Et justement là-dessus, pourquoi donc, parce qu'on s'entend, on est en démocratie, donc la presse est le quatrième pouvoir. Donc normalement, vous que vous avez écrit, vous faites passer de façon formelle pour l'interpeller, pour une interview et tout, est-ce que normalement les médias devaient quand même essayer pour l'obliger à sortir quand même de son silence, pour pouvoir expliquer à l'opinion qu'est-ce qui expliquerait ce foisonnement de AP? Oui, mais écoutez, les médias ont leur rôle et le gouvernement a son rôle à jouer. Oui. Ce ne sont pas les médias qui payent Malado. Malado est un commis de l'État, oui, payé sur le budget national. Oui. Lorsqu'il y a un problème, les médias ne peuvent qu'exposer un problème pour attirer les autorités sur un certain nombre de pratiques, pour lui permettre de redresser au fur et à mesure que les choses évoluent. Mais depuis combien d'années? Plus que ça fait presque bientôt 21 ans, nous travaillons, nous dénonçons les dossiers, on met les dossiers de corruption, de gouvernance minier sur la place publique. Mais les gouvernants, il y a parfois, j'avoue, où les gens se rendent compte qu'ils étaient fautifs au départ, ils essayent de corriger tant soit peu, mais nous n'avons pas... Malado n'est pas redevable devant nous, elle est redevable devant le gouvernement. Le gouvernement, c'est pas devant le Premier ministre, devant le Premier ministre nommé ou devant le président de la République, parce que c'est lui qui est le seul détenteur du décret. Les autres ministres, ils ne font que des arrêtés ou autres notes circulaires. Okay. Donc, nous, ce qu'on peut, c'est d'avoir des pistes d'information, les recouper pour ne pas faire réellement du tort à quelqu'un, parce que notre objectif, c'est d'informer. C'est dans ce sens-là que je trouve que c'est intéressant, la façon dont nous avons choisi pour participer au développement de notre pays, notre chère patrie à nous, à partir de l'étranger. C'est un travail très noble et surtout sans salaire, c'est plus que noble. Donc nous sommes déterminés à poursuivre ce combat qui est la lutte contre la corruption à notre façon, malgré que nous soyons limités dans les moyens d'investigation. Et justement, plus tard, on en parlera des solutions ou des mécanismes que vous comptez utiliser pour pouvoir combattre ce système. On va encore plus parler par rapport à ces questions de corruption et tout. Et par rapport, récemment aussi, il y a eu un scandale de 21 millions de dollars par rapport avec la Banque centrale. Et jusqu'à présent, le gouvernement, c'est resté silence radio. Comme vous l'avez dit, en temps normal, il devait sortir pour expliquer aux gens, parce que quand même, s'il y a un scandale aussi relevé aussi important que ça, vous comprenez, c'est l'image du pays qui est en jeu. Donc le gouvernement se devait de réagir. Alors, dans tel cas, ils ne réagissent pas. Qu'est-ce que vous, en tant que média, ou en tant que citoyen, quel est votre avis là-dessus? En tant que média ou en tant que citoyen, on ne peut qu'exposer les problèmes. Comme je vous ai dit, on n'a pas le rôle de décideur. Le problème relatif, si vous voulez, aux 21 millions d'euros, parce qu'il faut faire, il y a la nuance. Ouais. Ce ne sont pas 21 millions de dollars, on parle de 21 millions d'euros. Vous avez vu, l'espace à travers les grandes gueules était à l'origine de cette information, puisque nous sommes partenaires avec Espace et d'autres radios qui évoluent sur la place. Vous voyez, donc, nous avons relayé l'information, en réalité, alors qu'en réalité, ces types d'informations ont besoin d'être beaucoup plus recoupés, aller à la source de l'information et tout ce qui s'agit. Mais ce n'est pas interdit qu'un organe reprenne le travail d'un autre organe, parce que l'essentiel est que la source en soit citée. Vous comprenez? C'est ce qui nous a poussé à aller en profondeur des choses, à essayer d'aller parler avec la haute direction de la Banque centrale. Donc nous avons eu des informations contradictoires, puisque notre rôle c'est d'informer, pas pour rendre justice ou, si vous voulez... C'est à la justice de se saisir de ce vous, c'est de clair l'opinion pour que les gens comprennent un peu. Et sur la base de ces informations que nous avons obtenues de la haute direction de la Banque centrale de la République de Guinée, nous avons essayé de faire un article qu'on a publié sur la place publique. Mais les gens souvent... ils font de l'amalgame. Nous, on est là. Les gens, je parle des lecteurs en général. Il y a des détracteurs et tout ce qu'ils entendent. C'est pourquoi je dis les gens en général. Donc, vous voyez, les gens ont pensé que réellement, il y avait quelque chose derrière là. Donc, la haute direction de la Banque centrale nous a donné des informations. On a essayé de recouper pour savoir comment en est-on arrivé là. Donc, sur la base de ces informations, il a été noté clairement que tous les montants en dollars, selon les informations que nous avons reçues, ont été déjà virés dans les comptes correspondants
à l'étranger de la BCRG, lui appartenant. Vous comprenez? Par contre, selon les raisons que eux-mêmes ils ont données, il y a des difficultés récemment. Il y a eu des difficultés liées à certaines vérifications, puisqu'il y a la lutte contre le terrorisme et tout ce qui s'en suit. C'est un argument que les autorités de la Banque centrale, vous suivez? Que c'est un argument que les autorités de la BCRG ont placé. Mais en créant des structures parallèles sans information préalable, c'est la Banque centrale qui s'est épinglée et d'elle-même, parce que en réalité, même si ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait est conforme aux lois, mais la manière dont elle a procédé a suscité, et si vous voulez, des interrogations. Donc, il aurait fallu, avant de recruter un autre opérateur de façon, si vous voulez, restreinte ou opaque, comme si on puisse se permettre de nous exprimer ainsi, de lancer, si vous voulez, un appel d'offres pour trouver des sociétés quand même spécialisées dans ce domaine pour pouvoir convoyer des devises. Parce que vous n'entendez nulle part que la Chine, qui a plus de réserves en dollars US, mieux que la réserve américaine, et qui ait des problèmes de transport de ses avoirs vers l'étranger. Donc, vous voyez, ce sont des... Peut-être la Banque centrale est de bonne foi, mais il est important de revoir ses façons de faire et respecter certaines procédures conformes à l'orthodoxie internationale en matière de convoiement, si vous voulez, de transfert de ces devises vers l'étranger. Ok. Mais justement là-dessus, par rapport à la réponse donnée par la Banque centrale, c'est que l'argent, par exemple, a été déposé dans le compte, mais le problème, c'est que, comme en se fiant à la lettre du continent, je ne sais pas si vous avez... J'ai lu la lettre du continent. Où on parlait justement du fait qu'il y a peut-être c'est un retard, c'est-à-dire qu'on s'entend que si quelqu'un on te donne 21 millions à transporter et que bon, avant que l'argent ne tombe dans le compte où il doit être pendant 6 mois, si tu le mets ça dans un compte épargne, c'est beaucoup d'argent que ces gens-là se font. Oui, ça c'est ce que je ne peux pas me faire la porte-voix de la Banque centrale de Guinée ici. Je ne suis pas un cas de la BCRG, je suis là pour aider à la manifestation de la vérité. Je viens de vous expliquer. Selon les informations qui nous ont été données par la haute direction de la Banque centrale de la République de Guinée, tous les montants en dollars américains tels qu'écrits ont été transférés déjà dans les comptes correspondants de la BCRG domiciliés à l'étranger. Par contre, tous les montants, y compris les 21 millions d'euros dont on fait allusion, qu'on pense que ça a été détourné, selon les explications que les autorités de la Banque centrale nous ont données, se trouvent en Guinée. Ce qui fait que, compte tenu des difficultés, selon les explications que nous avons reçues, que la BCRG a justifié les différents montants de façon, si vous voulez, portionnée. Et ils ont refusé de prendre même les zéros qui reçoivent des autres clients qu'ils ont à Conakry. Donc, du coup, il faut régler cette situation. C'est ce que je disais là. Même si elle a la bonne foi du fait d'avoir manqué de tact et de procédure et de transparence dans le recrutement de MSS là, des suspicions, ma foi, inutiles, alors que les autorités de la BCRG auraient pu éviter ça en passant par des méthodes beaucoup plus claires et transparentes pour une institution pour une institution comme la BCRG, quand même, vous entendez que c'est quand même une banque centrale, c'est la rigueur, c'est la transparence, parce que c'est eux qui quand même régulent l'économie du pays. Mais si déjà avec ce comportement on montre déjà qu'il y a des failles et que bon, peut-être elle peut manquer parfois de rigidité ou bien de vigilance pour que certaines personnes qui recherchent des opportunités, donc ça montre que déjà que notre système de gouvernance aujourd'hui il est défaillant et qu'il y a un manque de crédibilité vis-à-vis des autorités. Non, ça c'est connu. C'est-à-dire que le problème de gouvernance se pose avec acuité en République de Guinée. On l'a dit, on le répète tous les jours. C'est ce que je vous ai dit. À chaque fois que je parle, peut-être vous allez me permettre de me répéter, mais ce que j'ai dit, c'est ce que je vais répéter. Dans ce cadre-là, comme je l'ai dit, la Banque centrale peut-être a la bonne foi, mais a manqué si vous voulez, de méthode pour pouvoir procéder au transfert de ses avoirs. Ce qui a suscité, si vous voulez, des doutes dans l'esprit des Guinéens. Vous savez, la Guinée est un pays de rumeurs. Effectivement. Et souvent, il faut se méfier des rumeurs. Vous voyez, et dans le même article-là, vous comprendrez, selon les explications données par les autorités de la BCR, comment en est-on arrivé là? Comme je vous ai dit, ils nous ont rassuré que
réellement, je parle des cadres de la Banque centrale, de la haute direction, que tous les montants en euros se trouvent, si vous voulez, à la BCRG. Ce qui est contraire en euros, ce qui est contraire à la lettre du continent. Puisque la lettre du continent parle de 20 millions d'euros et de 20 millions d'euros et de 5 millions de dollars. Il y a un autre article qui est sorti de 20 millions d'euros que les gens vont régulariser. Selon eux, que le gouverneur a rassuré, si vous voulez, le gouverneur de la BCRG a rassuré le président de la République que les gens vont continuer à rembourser progressivement. Ça, c'est ce que la lettre du continent a écrit. Donc, Africa Confidentiel. Si ma mémoire est bonne. Bref, c'est ce que j'ai lu. Donc, si vous voyez la façon dont les autorités de la BCRG, comme je l'ai dit, ont procédé, ça laisse des suspicions. Mais il faut que les Guinéens aussi comprennent, ce n'est pas une première. Je crois qu'il y a 3 ans, on avait saisi encore 4 millions de dollars appartenant à la BCRG au Sénégal. Et dès l'instant qu'il n'y a pas eu de preuves, hors de tout doute que c'était un détournement d'argent, ils ont considéré que c'est une procédure normale. C'est pourquoi ils ont continué, si vous voulez, à faire le transfert comme ça. Mais la Guinée quand même est un pays souverain. Il est important de vérifier la fiabilité des compagnies avec lesquelles les autorités font affaire dans le cadre du convoiement de nos devises. Il faut s'assurer de leur solvabilité, il faut s'assurer de leur crédibilité, il faut s'assurer réellement de leur loyauté. Parce que dans le système bancaire, le secret bancaire, il est extrêmement important. Donc tomber sur des trucs comme ça, des gens comme ça, susciter des doutes là où il n'y en a pas, si ce n'était pas le dérapage lié au manque de rigueur même de la haute direction, on ne serait pas arrivé là. Il faut se dire la vérité. Mais justement, il y a quelque chose qui est aussi intrigue quand la liste des actionnaires de cette société, qu'il faut rappeler, le fils du ministre de l'administration du territoire, qui a au moins, je pense, 9% des actions. C'est quand même, qui a un jeune qui a 24 ans, on peut quand même se poser s'il n'y a pas un conflit d'intérêt dans ça. Bon, je n'ai pas vu la liste, parce que encore une fois de plus, je ne connais pas le fils du ministre de l'administration. Je parle dans la lettre parce que oui, c'est la lettre, ça c'est la lettre des les différents actionnaires de la compagnie, parce que justement elle a été épinglée, c'est la deuxième fois que cela arrive. Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas accès à la documentation de base régissant la création de MSS là en Guinée. C'est cette documentation de base qui nous permettra de savoir qui sont les actionnaires, qui sont les propriétaires d'une telle compagnie. Donc, en dehors d'une telle liste, vous me permettrez de ne pas... Non, oui, on s'entend que c'est sûr qu'en Guinée, on ne peut pas... Voilà, j'imagine que ce sont des pratiques qui sont très courantes. Mais que si, par exemple, la lettre du continent, l'un des trucs, c'est qu'eux, ils ont accès à des informations que peut-être monsieur, madame, tout le monde n'ont pas souvent accès. Oui, mais en pareille circonstance, encore une fois de plus, il suffit de sortir la liste des actionnaires. C'est pas diable, vous allez aux impôts, ils ont déjà écrit que la compagnie ne paye pas d'impôts, ne paye rien en termes de droits à la Guinée. C'est facile de vérifier. Si on veut connaître les actionnaires là, normalement, pour convaincre que l'information qu'on a, elle est vraie, il serait important d'aller chercher la liste, si vous voulez, la liste des actionnaires contenus. Mais si l'entreprise n'est pas enregistrée en Guinée, c'est possible. Non, elle est enregistrée en Guinée. Elle ne peut pas ne pas être enregistrée en Guinée. Et que là, même si elle a des filiales à l'étranger, elle doit avoir une filiale en Guinée pour lui permettre de payer des impôts à l'État et s'assurer que oui, il y a une filiale qui est là-bas pour une question si vous voulez, de crédibilité même vis-à-vis de la compagnie. Non, les médias, par exemple, dans le cas de l'accès à l'information, est-ce que les médias pourraient formuler une demande auprès des autorités pour pouvoir accéder aux actionnaires? Mais les médias font leur rôle, mais là où les députés sont incapables de convoquer, lorsqu'ils convoquent même un ministre à la tête d'une direction, d'un poste de régie, refuse de venir se présenter devant les parlementaires, et que les ministres même de la République, parfois pour des raisons X ou Y, refusent de venir se présenter, ce ne sont pas les médias qui vont les convoquer et qui viennent. Non, je ne veux pas que des médias les convoquent. Écoutez-moi très bien. Ce que peuvent faire les médias, c'est de dénoncer sur la base des faits immuables. Les faits sont têtus, on ne peut pas les inventer. S'il y a des faits qui leur sont reprochés, ils ont l'obligation morale de recouper avec les individus qui sont impliqués dedans. Quitte à eux de parler ou ne pas parler. Le journaliste aura fait son travail. Lorsqu'il tend son micro, il appelle un interlocuteur dans une affaire dans laquelle, si vous voulez, il est impliqué. Mais si la personne ne parle pas, c'est tant mieux. Donc, pour revenir à votre question, je n'ai pas vu la liste des actionnaires
Et vous conviendrez avec moi, je ne pourrais m'avancer sans support. Oui, là, oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous faites votre rôle. C'est-à-dire que justement, on sait que dans tout régime démocratique, vous êtes le quatrième pouvoir. C'est-à-dire que vous avez une force qui est de pouvoir faire tomber des gens ou bien un système. On voit ailleurs comment ça se passe, que des médias, face à des situations données, se donnent des mains pour pouvoir aller chercher l'information, pour pouvoir la partager soit au peuple ou à certaines personnes qui ont le mandat du peuple, c'est-à-dire les députés. À défaut qu'on sait tous que si vous allez rencontrer les autorités qui sont concernées ou bien qui sont accusées, c'est pas à l'accusé de se défendre. On s'entend qu'il va toujours vouloir cacher quelque chose. Et donc, il revient donc dans ce cas, est-ce que vous, depuis cette situation de corruption, de détournement, est-ce que des élus du peuple, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, parce qu'ils ont la responsabilité, c'est de la reddition des comptes, de pouvoir contrôler l'action gouvernementale, est-ce qu'il y a eu des députés qui vous ont justement contacté pour pouvoir dire de Guinée News, Dr Boundou, on aimerait que vous nous aidiez à comprendre cette situation pour que eux, à leur tour, qu'ils puissent interpeller ou ouvrir justement une enquête parlementaire. Oui, je peux vous dire qu'il y a plusieurs fois, il y a eu des cas comme ça. Et bien avant le temps du président Alpha Condé, au temps de Lansana Conté, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Lorsque la compagnie qu'on appelle GAC, Global Alumina Corporation, à l'époque, se battait pour avoir le permis d'exploitation minier en République de Guinée, le contrat initial, la version française qu'ils ont montré à la Guinée, la version anglaise, il y avait une grande différence. Nous avions eu accès, Boubacar Kaba et moi, à ces informations classées en anglais pour éplucher le contrat pour le bonheur des Guinéens. À travers une série d'articles dans les années 2000, si vous voulez, 3 jusqu'en 2005, à travers une série d'articles, on a dénoncé les clauses qui n'étaient pas favorables à la Guinée. J'avoue que la commission mine de l'époque, je crois présidée par le doyen Elhadj Bani Diallo, qui est un ancien ministre de l'Éducation, il était à l'époque député à l'Assemblée nationale, du truc de Cellou Dalein Diallo à l'époque Premier ministre, et ils se sont inspirés pour revoir certaines clauses en faveur de la Guinée. Et ayant complété mon doctorat, j'étais parti valider au ministère de l'Enseignement supérieur là-bas. J'ai eu le plaisir de participer à la signature du nouveau contrat revu, où le président, à l'époque le premier ministre Cellou Dalein Diallo, n'a pas manqué de reconnaître les mérites des médias en général et en particulier le travail qu'avait abattu Guinée News à l'époque. Donc au temps du président Alpha Condé, la même chose se passe. Il y a beaucoup de députés qui nous appellent, on a des amis. Beaucoup de députés nous appellent, on discute. Ah, vous avez écrit ça. Vraiment, on s'est saisi du dossier. Voici les difficultés qu'on a. Dans un pays où vous n'avez pas de recours, la haute cour de justice manque encore dans notre pays. Les gens, les ministres n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, vous voyez, ça donne, puisque nous sommes dans un régime de type présidentiel fort, tout le pouvoir est détenu par le président de la République. C'est que les gens peuvent. Allez-y vous renseigner. Vous avez des parents, certes, au niveau de l'Assemblée nationale, qui peuvent vous parler. Il y a beaucoup d'efforts que les députés font, mais qui sont bloqués. Ils sont bloqués dans leur action parce que, malgré que, à l'interne même, et les bonnes initiatives que les uns et les autres prennent, souvent se butent contre un mur. Donc, il n'y a pas, n'ayant pas de truc là, la Guinée n'ayant pas de la haute cour de justice, donc les gens sont limités, ils n'ont aucun recours possible. Avec la presse aussi, on est limité. Nous n'avons pas le pouvoir de décret. Tout ce qu'on peut, c'est d'exposer les problèmes sur la place publique, faire réfléchir les citoyens, les décideurs, les amener vers une prise de décision éclairée à travers ce que nous écrivons. Parce que au-delà de la dénonciation, on a un rôle, si vous voulez, de sensibilisation, on a un rôle d'éducation de nos concitoyens pour les pousser, les amener à se prendre en charge eux-mêmes. Mais on ne peut se substituer à un politique, ni à un peuple, ni à vous êtes à équidistance entre le peuple et le pouvoir. Donc, c'est-à-dire que si vous... Mais aujourd'hui, justement là-dessus, on va essayer de parler un peu du rôle des médias aujourd'hui en Guinée. Est-ce que vous pensez que... c'est comment vous voyez aujourd'hui le métier du journalisme chez nous en Guinée? Oui, moi je dis
en toute honnêteté, j'exerce le journalisme par passion, par amour et par patriotisme pour la patrie. Ce n'est pas mon métier, même si beaucoup confondent que je suis journaliste de profession, tant mieux. L'essentiel est que je puisse participer au développement de mon pays à travers la gestion, la coordination générale de Guinée News. Il faut reconnaître que Guinée News a toujours accueilli les autres médias avec beaucoup de plaisir et d'humilité. Nous n'avons jamais eu d'esprit de concurrence envers un média donné. Pour nous, c'est la complémentarité. On voit d'ailleurs en passant, vous savez, partager même des trucs de grande gueule. Voilà, donc nous avons toujours considéré les autres confrères comme étant des médias qui sont là pour assurer le complément d'information. Donc les médias, vis-à-vis des gouvernements ou des gouvernants, si vous voulez, doivent être perçus comme étant des vecteurs de développement qui sont là à accompagner le gouvernement dans l'exercice de sa mission, celle de développement de la Guinée. On ne peut pas se substituer à ce devoir-là. Dans la corporation, avec le foisonnement des sites internet, des radios et autres là, j'avoue qu'il y a un besoin de formation. C'est extrêmement important parce que parfois, quand vous lisez certains journalistes, ou que vous écoutez certains journalistes, et vous vous demandez réellement d'où ils viennent en réalité. Mais ce n'est pas un problème, ça dénote du niveau d'éducation du système, du niveau du système d'éducation guinéen. Donc vous voyez, les gens n'ayant pas d'autres recours, ils ont fait des options inutiles. Histoire, géographie, et géographie, machin, biologie, sciences politiques et donc les gens n'ayant pas les mêmes chances que les gens qui sont privilégiés, n'ont pas d'autre choix que de se retrouver dans des professions parfois pour lesquelles ils ne sont pas, par défaut, pour lesquelles ils ne sont pas outillés ou bien formés. C'est dans ce sens-là qu'il faut attirer l'attention non seulement des autorités mais au patron de presse de la République de Guinée. Je m'adresse à Amadou Tam Kamara qui est le président de la maison de la presse de continuer les efforts et tant d'autres présidents des autres associations de presse continuer à organiser des sessions de formation des journalistes, pour les journalistes, tant en Guinée et à l'étranger. Et aussi, essayer de voir comment on peut valoriser ce métier-là. Il faut que les journalistes sachent que, oui, nous vivons de ça. Et à travers ça, nous devons nous impliquer et aller chercher des bonnes informations, non pas des informations manipulées, parce que toutes les sources manipulent à leur façon. Donc, n'oubliez pas que la source qui vous donne l'information, l'information peut être fausse, mais si vous avez confiance en elle, vous écrivez n'importe comment, c'est vous qui allez répondre devant les juridictions. Donc il va falloir que, en dehors de ce déficit de formation, que les journalistes aient, si vous voulez, un esprit de responsabilité. L'esprit de responsabilité veut dire quoi? Concrètement, l'information que j'ai, elle est bonne, certes, mais est-ce qu'en la mettant sur la place publique, ça va résoudre ou ça va, si vous voulez, créer d'autres crises dans le pays. Donc c'est l'esprit de responsabilité qui permet à un journaliste de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre sur la place publique, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur la place publique. Et c'est dans ce cadre-là que je tire mon chapeau à beaucoup d'organes, notamment à commencer par Guinée News, parce qu'à l'interne, j'avoue sincèrement que l'équipe de rédaction, sur beaucoup d'articles publiés des 20 dernières années, et parfois, on n'a jamais été d'accord, mais on a toujours mis l'emphase, si vous voulez, sur l'intérêt général. Dès que l'intérêt général prime là, sur 4 personnes ou sur 5, et qu'on n'est pas d'accord, on passe au vote. C'est une forme de démocratie participative à l'interne au sein de l'équipe de rédaction de Guinée News, qu'on utilise souvent pour faire face à certaines situations compliquées lorsque ça chauffe un tout petit peu. Donc, grosso modo, c'est la responsabilité de l'État à accompagner les journalistes, notamment aux patrons de presse, qui travaillent presque à perte aujourd'hui, parce que les journaux, personne n'y est intéressé. Les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter des intrants, ils n'ont pas les moyens de faire imprimer. Il y a beaucoup de journaux qui ont disparu. Et l'État est là, le peu que ça donne, avec la multitude de journaux qui existent, la multitude de sites qui existent. Lorsqu'on partage 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards sur le nombre d'organes, vous verrez qu'il n'y en aura même pas, il y aura des gens qui n'auront même pas 5 millions de francs guinéens. Mais justement là-dessus, on sait que les médias aujourd'hui
rencontrent des difficultés économiques énormes qui font que, même la dernière fois quand le président il a demandé à ce que les gens puissent régulariser, il y a beaucoup qui ont commencé à pleurer. Et étant un média dans cet environnement-là, comment se fait-il qu'on peut avoir une certaine neutralité? Parce qu'à tout moment, que ce soit le pouvoir peut avoir des gens, des directeurs de presse qu'on essaye de payer pour faire fonctionner les médias soi-disant privés, et de l'autre côté aussi, soit de l'opposition aussi, forcément, donc du coup quand une information tombe aujourd'hui, soit il y a un média qui vient contredire la première information, donc ce fait que le peuple, les gens sont un peu perdus parce que il crée le doute. Alors des questions qui sont parfois évidentes, mais chez nous en Guinée, il y a un doute qui s'installe, qu'on essaie de manipuler. Alors dans ce cas, comment aujourd'hui les médias peuvent justement arriver à être indépendants dans la mesure où ils n'arrivent pas eux-mêmes à faire rentabiliser leur activité? Oui, mais vous devez comprendre qu'il n'y a aucun secret dans la réussite. Pour réussir dans la vie, que ce soit dans les médias ou dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quel projet, il faut travailler et honnêtement. J'ai parlé tantôt de l'esprit de responsabilité. C'est extrêmement important. Chacun a ses convictions. Tu peux avoir des convictions qui soient différentes des miennes et tout ce qui s'ensuit. Mais lorsqu'on accepte de travailler ensemble, et on essaie toujours d'occuper le juste milieu, c'est-à-dire distinguer de ce qui est bon de ce qui est mauvais. Oui. Vous voyez, des organes qui sont jugés être proches du pouvoir et il y en a d'autres qui sont jugés être proches de l'opposition. C'est la nature humaine qui fait ça. Mais nous, sincèrement, nous sommes fiers. Parce que le discours là, on l'a entendu depuis les années 97-98, s'il vous plaît. Depuis les années 97-98, ce discours-là, on l'a entendu. Parce que moi qui vous parle là, à l'époque, il y en a qui disaient, qui ont pensé que c'est Lansana Conté qui m'a amené au Japon pour étudier, revenir, et si vous voulez, prendre sa place ou n'importe comment. Ça fait l'objet. Peut-être que vous ne connaissez même pas l'ordinateur. Ça a été dit. Et à un moment donné, on dit, oh, ils sont des vendus, c'est Siradio qui les finance, et patati et patata. Et la Guinée est restée toujours et d'ailleurs, pour éviter... Parce qu'aujourd'hui aussi, on s'entend que ça n'a pas changé. S'il vous plaît, pour éviter que le doute existe, si vous voulez, dans l'esprit des gens, en 2003, j'étais venu valider ma résidence permanente ici au Canada. Il y avait une délégation, il y avait un forum économique qui était organisé par le gouvernement ici, où les Mamadou Sylla à l'époque, le Cheikh Sylla était ministre de la République, était venu ici pour organiser, pour prendre part à ce forum. Et on a entendu de la bouche de beaucoup de personnes que c'est-à-dire que les gens voulaient utiliser la fibre ethnique. Youssouf Boundou Sylla, tu es Soussou, tu travailles avec Bouba, c'est un peu veut pas, il va te trahir. Des cochonneries de ce genre, je m'excuse de l'expression, ils ont sorti ça de leur caboche, et ils ont envoyé des émissaires pour me promettre des milliards et des milliards de francs guinéens afin de créer un site internet pour concurrencer Guinée News. Mais ce qu'ils ont oublié, Boubacar Kaba, qu'il accusait à tort, ne peut même pas tuer une mouche, tellement que le monsieur il est doux. Mais pour éviter... la chance aussi que votre personnalité vous a permis de ne pas me couper la parole, sinon je vais quitter à ton interview là parce que je ne suis pas payé pour ça. Voilà. Donc, Boubacar Kaba, on était obligé de lui faire une interview. C'est moi-même qui ai piloté cette interview, étant au Canada, à Montréal à l'époque en 2003. Bouba est monté au créneau pour la première fois. Il s'est vraiment défoulé pour démontrer à l'opinion que la zizanie qu'il voulait instaurer au sein de Guinée n'allait pas marcher. Et moi, l'argent ne peut pas m'acheter. Rien ne peut m'acheter sauf le cœur parce que je suis un homme de conviction. Je crois à l'avènement d'une Guinée unie, prospère, où il fait bon vivre, à condition qu'on tienne compte des compétences et de cette masse critique qui en manque pour faire en sorte que les choses évoluent positivement dans notre pays. Donc, les médias vivent dans des conditions très difficiles. Il y a des journalistes qui n'arrivent pas à joindre le debout. Il y a des patrons de médias qui n'arrivent pas à rentabiliser. Mais je pense qu'en mettant l'emphase sur le travail, la formation, et en demandant plus au gouvernement de faire plus, de considérer les médias qu'ils jugent suspects comme étant des vecteurs de développement qui sont là, qui sont prêts à l'accompagner dans le développement du pays, ça changerait beaucoup plus la donne. Parce que, c'est ce que j'ai dit, il y a un manque d'imputabilité. Depuis que le président Alpha Condé, par exemple,
il est au pouvoir. Est-ce que vous avez vu quelqu'un poursuivi et jugé pour crime économique? Quelqu'un qui a détourné l'argent et tout ce qui s'ensuit. Il n'y en a pas. On le déplace d'un point A, on l'envoie à un point B. La même impunité érigée en système de gouvernance du système Lansana Conté, puisque le président Conté paie à son âme, il allait sortir déjà en prison parce que ce sont ses amis, alors que ceux-ci étaient poursuivis pour des faits qu'on leur reprochait, qui devaient être éclaircis, mais qui n'ont pas été éclaircis. Donc la justice est là, au service de l'exécutif. Qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est très compliqué. Il faut voir ce problème sous plusieurs angles. Il y a la formation, il y a l'angle de soutien financier considérable. Je ne parle pas des médias. Mais ça, c'est par exemple aux médias de pouvoir aujourd'hui. Les médias font leur rôle. Les médias font des requêtes et ils font des demandes de subventions. Comment mais je veux dire, on doit parler de... Mais aujourd'hui, on s'entend que les médias aussi, ils gagnent en fonction de la publicité. C'est l'audience. Combien de médias sont rentables en Guinée? Mais on s'entend... Combien de médias? Espace représente combien de espace combien? Quelle est la proportion d'espace sur la centaine de radios privées qui existent? Je veux dire, c'est une question. Je veux dire que si mais pourquoi espace arrive à être rentable? Pourquoi espace arrive à être... Mais c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas me faire le pléonasme. Je vous ai dit qu'il faut, si vous voulez, il y a la formation, il faut de la rigueur dans le traitement de l'information. Lamine Guirassy, pour qui je tire mon chapeau ici, il est venu trouver un terrain vide, il est venu avec un nouveau concept qu'il a exploré, il a mis en place avec une nouvelle façon de faire dans un pays qui était là un tout petit peu, où certaines radios étaient là, qui avaient commencé à faire leur place. Il a trouvé quelque chose, c'est les grandes gueules, pour permettre aux gens et dénoncer ces choses. Je ne peux pas dire que c'est parfait, mais dans une démocratie, c'est normal. C'est normal, il a exploité, il a rentabilisé. Si vous voulez, aimez-le, détestez-le, il a fait sa place en République de Guinée. C'est une fierté aujourd'hui transfrontalière guinéenne qu'il va falloir reconnaître et publiquement. Je lui tire mon chapeau. Donc à l'image de ça, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a des dérapages comme dans n'importe quelle entreprise publique. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est un chapeau. On doit pouvoir aider des Guinéens comme ça pour pouvoir les aider à aider d'autres Guinéens afin d'aller de l'avant. Et voilà. Donc le sujet sur les médias, il y a les patrons des médias qui sont là. Il y a combien d'associations de médias? Et même, il n'y a pas longtemps, il y a même un syndicat des médias qui a été créé, qui se bat en fonction des moyens de bord pour que les journalistes aient un lendemain meilleur. C'est une très bonne chose. Avant, il y a certains journalistes qui n'avaient pas de choses, mais nous, à Guinée News, nos journalistes, ils sont là, ils sont inscrits au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a l'assurance maladie qu'on est en train de finaliser pour l'ensemble de nos journalistes. Et parce que nous croyons aux vertus du travail. Nous croyons aux efforts des uns et des autres. Nous croyons réellement, c'est à ce seul prix de travail qu'on pourra essayer de s'en sortir. Guinée News a commencé avec 0 cents. Moi, parfois, je sortais mon pécule pour acheter des ordinateurs, des téléphones à envoyer aux journalistes guinéens dans les années 99-2000. Bouba en faisait autant. Il y a d'autres bonnes volontés qui nous aidaient. Mais on s'est dit, à un moment donné, il faut qu'on rentabilise. Et pour rentabiliser, il faut renforcer la ligne éditoriale. En renforçant la ligne éditoriale, on va séparer les opinions des nouvelles. Et lorsque le sérieux est là, l'audience augmente. L'audience augmentant, il y a, si vous voulez, les annonceurs qui vont venir. Les annonceurs venant, il y a, si vous voulez, les revenus qui vont augmenter. Et Guinée News est une entreprise 100% sociale. Les patrons n'ont aucun cent. Tout ce qui est gagné est rétribué aux journalistes. Oui, je comprends dans votre cas, c'est un média, vous êtes là, c'est un média indépendant et tout, mais qui est là, c'est un site d'information. On s'entend que les sites d'information, c'est peut-être beaucoup, n'arrivent pas à rentabiliser. Oui. Mais je parlais plus quand je parlais de médias, c'est comme, je parlais parce que 80% des Guinéens, pour moi, n'ont pas accès à l'Internet, et que les gens écoutent plus la radio, et que là, quand j'entends des patrons de presse se plaindre qu'on n'a pas de subvention, que c'est assez minime, ou que les journalistes, ils ont près de 300 000 francs par mois, donc ça leur rend presque impossible de faire leur travail, ils sont obligés certainement de prendre l'argent avec un patron quelque part ou un homme politique. Oui. Vous comprenez? Maintenant, moi la question je me dis, est-ce qu'aujourd'hui,
sachant déjà la situation des journalistes d'État qui travaillent pour les médias publics, même eux, ils n'ont pas de conditions, est-ce que les gens vont se dire non, c'est à l'État de nous prendre en charge, alors que les patrons de privé, il y a certains médias qui arrivent à s'en sortir. Donc, ça veut dire que si les gens recrutent un meilleur de journalistes de profession, qui sont de très bons journalistes, ça peut faire augmenter la cote d'audience, et ainsi que l'audience est augmentée. Oui. Et ça va être rentable. C'est comme une entreprise avant tout. Oui, ben, c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de certains mots, peut-être que qui vous ont échappé. J'ai parlé de crédibilité. Ah, okay. Elle est extrêmement importante. Vous avez parlé de Horéa. Le Horéa, c'est un quotidien national. Est-ce qu'il sort tous les jours? Non. Pourquoi il ne sort pas? Vous vous êtes posé la question? Que font? Il y a certains qui sont journalistes du Horéa et qui sont propriétaires à la fois des sites internet. Parce que s'ils se fiaient de Horéa, ils n'allaient pas pouvoir être en mesure de faire vivre leur famille. Vous comprenez? Ils sont à la fois journalistes de site internet, ça doit vous tiquer. Si un organe étatique n'est pas pris en charge, qu'est-ce que les autres privés peuvent s'attendre en termes de financement de la banque? Mais montrez-moi une seule banque qui finance un organe de presse en Guinée. Montrez-moi une seule banque. Ça n'existe nulle part. Mais les radios qui existent, et souvent, les gens confondent des choses. Il y a beaucoup de radios qui sont en porte-à-faux avec la loi. C'est là où le CNC, c'est pas le CNC, autant pour moi, la haute autorité de régulation des télécoms, des médias, la HAC est montée au créneau pour procéder à la régulation de certaines choses. Ça, c'est normal dans n'importe quel pays. Si tu sais que ton entreprise n'est pas rentable, mais tu la fermes et tu revois ton business plan pour la relancer d'une autre façon. Mais je suis d'accord que la HAC joue son rôle de régulation et s'assurer que les gens ils payent, si vous voulez, leur redevance à l'État. Si redevance il y en a. Mais on ne peut pas toujours continuer à évoluer. On est devant une entreprise qui continue de produire à perte, mais on y tient quand même parce que c'est un outil qui nous permet peut-être de passer certains messages. Ça, je ne peux pas jouer ce rôle-là. Ce rôle-là incombe aux autorités qui ont la charge de réguler le secteur. Voilà. Mais c'est un sujet qui est très complexe. Les patrons des médias sont mieux placés pour venir en Guinée, en République Guinée, qui sont membres, présidents des associations de presse, comme je vous ai parlé de Amadou Tam Kamara. C'est lui qui, notre chef de bureau par ailleurs, c'est lui qui coiffe les médias à travers la maison de la presse. Il est là-bas, il est disponible. Il y a d'autres patrons, il y a Luther Guy qui est là-bas, l'Union des radios libres là, privées en Guinée. Il y a plusieurs patrons de presse qui sont là-bas. Mais je ne suis pas d'accord sur l'argument selon lequel on ne peut pas payer parce qu'on n'a pas d'argent pour rembourser. Donc, tu ne peux pas évoluer aussi dans l'illégalité. Il faut être légal. Et pour que tu puisses rentabiliser, réellement, il va falloir travailler fort, aller chercher à faire ce que les autres ne font pas, t'attirer, augmenter ton audience afin de rentabiliser. Mais si on est là, c'est le même jour. Le journaliste n'est pas bien payé, il n'est pas motivé, il ne peut pas innover. C'est la même chose qui se passe au sein même de la rédaction de la RTG. Il y a beaucoup de jeunes journalistes pétris de talent qui sont là, mais qui ont du mal à faire, parce que, vous voyez, même la RTG, quel est son budget? La RTG, c'est quoi son budget? Et vous voulez que les gens là produisent des résultats auxquels vous vous attendez. Lorsque vous ne verrez pas un match où il y a un problème technique, vous voulez dire que oui, la RTG est ceci et cela. Mais ça ne marche pas comme ça, mon frère. Il faut mettre les moyens à la disposition des gens et exiger des résultats. Mais j'imagine que la RTG, ils ont les moyens, mais c'est juste que bon, peut-être les gens utilisent pour faire la propagande. C'est quoi le budget de la RTG? Je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable. C'est quoi le budget? Je n'ai pas le budget. Je ne parle pas du budget du ministère de la communication. La RTG, elle est là pour la permettre d'être réellement productive. Il faut mettre les moyens à sa place. Parfois, les gens manquent de caméras. Qu'est-ce que ça te dit? Prenez un exemple entre la RTS et la RTG. Le problème, c'est une question de quoi? C'est que la RTG ne peut pas être d'abord, non seulement c'est la télévision d'État, elle aurait pu aujourd'hui être très rentable avec la publicité. Combien de Guinéens, tout le monde, presque la plupart, c'est la seule télévision nationale qui est accessible partout. Mais si le problème, eux, la plupart, il faut qu'on se dise la vérité, les médias, quand on suit la RTG, qui a l'envie d'écouter, de suivre la RTG? C'est normal que peut-être ils n'ont pas, sinon il n'a pas besoin que l'État injecte de l'argent. Écoutez, c'est très facile de parler comme ça. C'est très très facile. Je ne fais pas d'avocat du diable ici, mais je parle des faits qui sont concrets. Lorsque un journaliste ou un technicien n'est pas bien payé,
tu t'attends à quoi de sa part? Lorsqu'il veut aller faire un reportage, il n'a pas une bonne caméra pour aller filmer. Tu t'attends à quoi de sa part? Lorsque quelqu'un a des idées, il est à l'interne de la RTG. Il veut émettre ses idées-là, mais on ne lui donne pas la possibilité de les mettre pour permettre à la radio mère, à la télévision mère de prospérer. Comment voulez-vous que... Mais donc, qu'une telle télévision aille de l'avant. Mais avec l'arrivée du nouveau ministre, qui est jeune, qui comprend certains enjeux, je suis convaincu qu'en faisant un brassage entre les anciens et les nouveaux qui sont là, il sera capable de produire des résultats. Je n'ai aucun doute parce que c'est un garçon, un jeune frère, qui aime les bonnes choses. Et qui aime les bonnes choses en général, et sera capable de livrer la marchandise. Voilà. Ils n'ont qu'à créer les moyens et mettre à la disposition. Mais j'imagine qu'il faut une illusion. Non, je vais lire un commentaire de quelqu'un. Il dit: je trouve que Espace FM ne mérite pas ces éloges autour d'eux. En 10 ans d'existence, avec tous les succès autour d'eux, ce groupe de médias est resté stagnant et sans vision. À voir les locaux et les plateaux des espaces prouve à suffisance que la vision est restée autour de la Guinée. L'innovation reste à désirer. Je suis désolé, mais il faut le dire, le level est très bas chez nous. Il y a une qui dit, Marli Kabaye dit, la RTG Boulbiné doit être aidée. Elle est à ruine, je l'ai vu. Et c'est pathétique. Il faut quand même faire quelque chose. Mais justement, quand on compare les médias guinéens, que ce soit privés et publics, par rapport à la sous-région, parce qu'il faut toujours quand même se comparer. On s'entend qu'un espace qui est quand même notre vitrine aujourd'hui, qui est suivi partout. Mais quand on voit même le plateau où les GG se tiennent, quand même, disons quand même... Mais est-ce que vous connaissez les projets qu'ils ont en perspective? Vous ne connaissez pas? Donc attendez, Lamine Guirassy est mieux placé. Peut-être s'il nous suit là, il va devoir réagir. Il est en train de reconstruire son propre siège à lui, qui appartient à Espace. Pour le moment, ils sont à location, ils sont limités dans leur moyens. Donc quelqu'un qui va jusqu'à construire, il est venu, il a trouvé certains médias-là, il n'a pas besoin de demander un financement. Sur fonds propres, il est en train de construire. J'ai vu l'immeuble de mes yeux en partant à l'aéroport là, lors de mon dernier voyage en Guinée. C'est à côté de la carrière là, entre Bonfils, entre l'immeuble est en construction. Ça, c'est une fierté. On peut les aimer, on peut les détester, mais c'est des gars quand même qui ont trouvé un créneau, qu'ils ont exploité, ils ont développé. Il y a la liberté d'expression. Les gens, peu importe la manière qu'ils sont en train de faire, peut-être qu'ils vont améliorer au fil du temps. Franchement, moi je suis fier d'eux. Et même au travail même de la RTG, parfois, malgré qu'ils soient limités dans leurs moyens, c'est des gens qu'il faut encourager au lieu de se mettre à faire des critiques. C'est difficile de couper la parole à quelqu'un lorsqu'il parle. Si la RTG est là, elle doit être soutenue. Mais lorsque les gens ne sont pas motivés, on n'a pas créé les moyens mis à leur disposition. Comment voulez-vous qu'ils soient productifs? C'est l'occasion de lancer un appel au nouveau ministre de la Communication, au Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, même au président Alpha Condé, de faire en sorte que la radio-télévision guinéenne soit une référence en matière de médias en République de Guinée. Que dire du Horéa, un quotidien qui peut être numérique au lieu que ça soit électronique. J'ai vu qu'il y a eu des moments où ça paraissait de façon électronique. Il faut encourager les gens qui prennent des initiatives, qui acceptent de prendre ce type de métier, les amener à les valoriser et inciter d'autres jeunes à s'impliquer dans le cadre de la redynamisation des choses. C'est à ce seul prix-là on peut essayer d'aller de l'avant. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure d'équipement, de lieux, mais vous ne pensez pas que chez nous aussi, c'est une question de ressources humaines avec la RTG qui est équipée par exemple? C'est quand même un don d'un bâtiment quand même flambant neuf avec tous les équipements. J'ai appris que les personnes qui sont là ne savent pas encore manipuler les machines. Est-ce qu'aujourd'hui, ces éminents journalistes qu'on a connus à l'heure du numérique, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que les choses ont changé, donc est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt changer, balayer les gens qui sont là et puis recruter des jeunes qui sont talentueux et qui pourront justement donner une nouvelle image? Je viens de dire que la RTG est pétrie de talent. Il y a beaucoup de talent à l'interne. Je ne vais même pas citer des noms, mais j'en connais. Et même quand tu vois leur présentation, quand tu vois la façon dont les gens évoluent là-bas, les gens que je connais, je peux les citer. Vous prenez le jeune Aboubakar Kamara là, qui fait les grandes interviews, mais c'est une fierté. Est-ce que vous connaissez le volume du travail qu'il a? Vous prenez même les jeunes tels que Hilal Silla, qui n'a pas encore eu l'occasion de présenter JT 20h là. Mais c'est un garçon pétri de talent. Vous prenez les femmes, les Makale Souma là, et comment ça s'appelle, les Konaté,
je ne connais pas le nom de tout le monde. Vous prenez Maferin, les Adèle et autres là. Mais c'est des jeunes. Et quoi là? Il y a un jeune là, comment, Solano. Il y en a d'autres qui s'appellent quoi là? Comment il s'appelle? Bon, il y en a. À l'interne, il y en a. Il y en a. Mais créer les moyens permet de l'équilibre. Vous pouvez. Est-ce que vous êtes allé visiter la RTG? Vous n'êtes pas allé visiter. Moi, je suis allé quand même. On m'a interviewé à la RTG Colombo. J'ai vu les studios. Franchement, je tire mon chapeau à ces gens-là parce qu'ils travaillent dans les conditions difficiles. Le ministre de la Com, s'il me suit, Amara Sompari, c'est le moment, c'est le moment de changer la donne. C'est la seule façon de motiver les journalistes, mettre les moyens à leur disposition, les équiper, les outiller et exiger des résultats. Ils ont les moyens, il y a les talents qui ne manquent pas. Même faire appel à Dr Boundou à la tête de la RTG. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi pas? Nous, on n'est pas miné par un décret. Le décret n'a jamais fait notre tasse de café. Ce n'est pas parce que les opportunités. Mais en tant que patriote aujourd'hui, je suis patriote, je participe à ma façon au développement du pays. Si j'étais miné par un décret là, je serais peut-être Premier ministre en Guinée, mais ça ne m'intéresse pas le décret. Tout ce que nous vous demandons est que la Guinée soit bien gérée, qu'on tienne compte des compétences. Quitte à organiser des concours là, on recrute les meilleurs, c'est tout. Mais on ne peut pas transformer un beau pays là en tombeau d'excellence et des compétences. Plus tu es compétent, plus tu es au bas de l'échelle. Et plus tu es médiocre, plus tu as la promotion. Il faut renverser cette tendance. Donc c'est le système de gouvernance qui a été érigé, c'est quand même les médiocres. Mais alors la faute à qui? L'imputabilité, c'est non seulement parce que, bon, comme vous avez dit, Amara, il est dynamique, c'est du sang neuf, mais est-ce qu'il pourra, connaissant le système, est-ce qu'il aura les moyens? Parce que le problème, ce n'est pas aussi des souhaits, c'est de pouvoir avoir le concret en Guinée. Lui, le choix revient. Est-ce qu'il va faire la politique politicienne ou il va travailler concrètement, comme ce que le ministre d'Haïti est en train de faire? Ça, c'est du concret. Au-delà de toutes les critiques à faire, le gars est sur le terrain, il est en train de travailler. Son pareil, il fait partie des meilleurs de sa génération. Je n'ai pas de doute qu'il puisse laisser ses empreintes à la RTG. Je n'ai aucun doute. Si on lui laisse le choix et si on lui donne les moyens, c'est quelqu'un qui est capable de mettre une dynamique, de créer une dynamique permettant aux journalistes de la RTG de redynamiser la maison qui est la radio-télévision guinéenne. Ok, alors, donc justement, on va essayer d'avancer un peu. Vu les scandales dont vous avez parlé actuellement qui secouent la Guinée, est-ce que pour vous, ce ne serait pas aujourd'hui une bonne chose que certains groupes de médias ou certains responsables se coalisent pour former une plateforme afin de pouvoir unir leurs forces pour pouvoir dénoncer encore plus ce qui se passe, pour faire face au système qui est là? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Il est écrit dans le Saint-Coran. J'aime souvent le dire dans mes discussions sporadiques avec certains doyens et certains amis, des confrères. Dans le Saint-Coran, que le bon Dieu ne peut aider aucun peuple qui ne veut pas s'aider lui-même. Et chaque peuple n'a que le chef qu'il mérite. Si les Guinéens veulent un changement positif et radical en Guinée, la responsabilité leur revient. Personne ne viendra de l'étranger pour leur dire ce qu'ils doivent faire. S'ils veulent rester dans cette léthargie-là, sincèrement, ils n'ont qu'à rester dans cette léthargie. Mais personne ne peut jouer le rôle de la place de quelqu'un. Nous, en ce qui nous concerne, on est en train de jouer notre rôle. C'est ce qu'on peut faire. Et c'est pragmatique, c'est réaliste. On sait qu'on est capable de faire ça, c'est ce qu'on est en train de faire, et même sans salaire. C'est aux autres Guinéens de regarder, d'avoir une vision beaucoup plus transversale, de sortir de ce carcan d'ethnocentrisme ou d'ethnostratégie-là, de se lever comme un individu et se battre pour leur destin. Les gens, leaders ceci, leaders de cela, on dit s'ils sont vieux, ils doivent partir. Mais les jeunes qui sont là, qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils proposent? Il faudrait proposer ce qui est mieux de ce que les vieux ont proposé. Envoyez des likes à Dr Boundou là, parce que là, s'il vous plaît, ils n'ont qu'à essayer de proposer des choses que les autres n'ont pas essayé de faire. Mais pour l'instant, lorsque les jeunes commencent à s'associer pour se battre pour un idéal commun, vous voyez que dans quelques temps, il y a 2 ou 3 traites qui feront échouer ce mouvement. Donc du coup, à qui faire confiance? On critique les dirigeants actuels, mais on n'a rien en face comme proposition pour dire que oui, on est capable de faire ceci, on est capable de faire cela. Dites-moi, l'essence se vend à combien en Guinée aujourd'hui?
C'est à 8500 ou à 10 000? À 10 000. À 10 000. Ouais. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme tambour autour de ce truc-là? Comment le mouvement a été tué dans l'œuf? C'est l'appât du gain. Donc, mais la faute à qui? Au gouvernement qui ont cherché à... On peut beau avoir la même vision, si on n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas les mêmes esprits patriotiques, devant le matériel, mon frère, il y a 2 ou 3 qui vont lâcher. Ça a toujours été le cas en Guinée. Mais ça, c'est humain, non? Mais c'est humain, mais les gens qui se battent derrière, ou pour un idéal, là, quelles que soient les circonstances, je viens de te le dire, si Bouba et moi voulions être riches de façon illicite, il n'y aurait aucun Guinéen qui serait plus riche que lui et moi aujourd'hui. Mais on a toujours cru aux vertus du travail, on a toujours cru à l'effort personnel, puisque ça n'a pas de prix. Donc tu peux parler de la tête haute à qui veut l'entendre et personne ne peut te dire. Il y a beaucoup qui sont là-bas, ils sont à des postes de décision. On sait comment ils sont montés. Par cataclysme, ils se sont retrouvés au sommet de l'État. Au lieu de travailler dans le sens des intérêts des populations, ils s'enrichissent sur le dos des populations. C'est ce genre de pratique qui doit cesser en Guinée si on veut que le pays aille de l'avant. Qu'on arrête de faire la promotion de la médiocrité, qu'on tienne compte des compétences. Rien que les compétences, c'est ce qui pourront inciter des jeunes comme toi et tant d'autres à rentrer au pays, essayer de mettre leur expertise à la disposition du pays. Et justement, comme on parle aujourd'hui, la Guinée actuellement, chaque matin, c'est comme devenir un effet de mode, qu'il y a un scandale. Là aussi, c'est la question avec le port. Dans votre journal, on a vu la sortie du DAF, où justement, mais moi, quand j'ai suivi, je suis tombé des nues de savoir que cette pratique, c'est vraiment... Et que aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez en voyant... en écoutant le DAF, la situation du port autonome de Conakry, par exemple? Non, la situation du port autonome de Conakry, ça saute aux yeux. C'est très clair. Le DAF a déjà, par écrit, nous on a fait référence aux écrits du DAF. Vous comprenez? Peut-être que les gens ont la bonne foi de bien faire, mais l'approche, ça laisse à désirer. Parce que dans un pays normal, c'est-à-dire qu'on se bat pour instaurer une certaine forme de gouvernance, il y a certaines pratiques qu'on doit pouvoir éviter. La société Al-Bayrak, dont on a trouvé, personne ne la connaissait. Mais il y a un autre problème que nous allons révéler. Peut-être que je vais vous donner la primeur. Il y a une note écrite dont notre rédaction a reçu d'un travailleur du port autonome de Conakry, faisant référence à certains points du contrat qui sont plagiés des contrats existants d'autres compagnies. Évoluant dans le même. Mot à mot, phrase par phrase, on va vous donner la prime. Je vous ai donné à votre radio web là, en ligne. Je vous ai donné la primeur. Chers abonnés, envoyez vraiment des gemmes à Dr Bounou. On va essayer de publier ça sur Guinée News et très bientôt. Vous verrez que réellement le laxisme avec lequel, l'orgueil démesuré par lequel on a géré ce dossier. L'amateurisme indiscutable, indescriptible même. Sinon, si les gens ont la bonne foi de bien faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut respecter les règles de jeu. Vous lancez un appel d'offres. Et puis, vous recrutez les meilleurs dans ce monde-là. Si c'est Al-Bayrak, là, vous prenez Al-Bayrak, on n'a aucun problème avec ça. Mais vous ne pouvez pas négocier des choses en catimini. Et vous sacrifiez des dames qui étaient là. Vous les avez mis devant les faits accomplis. Les dames ont agi en votre nom. Et vous êtes là, vous êtes content pour leur départ. C'est anormal. Et puis, moi, je comprends comme un ministre comme Aboubakar Sylla qui arrive. Je comprends que peut-être il y a certaines... Mais au moins faire un certain semblant. Mais les gens, on s'entend que rien n'a été au préalable négocié. Qu'ils sont en train de brader non seulement le port en écoutant le DAF. Mais le truc c'est quoi? On s'en fout des Guinéens. C'est-à-dire que on s'en fout, on prend le truc et puis le débrouille. Alors une question. L'avenir d'un tel peuple, ça te dit quoi? Si les Guinéens veulent le changement, ils connaissent la voie à suivre. L'affaire du port autonome, encore une fois de plus, si on se fie aux remarques formulées par les cadres du port autonome, ce sont des remarques somme toute pertinentes. Dans le cadre de ce truc-là, il aurait fallu accepter de dialoguer objectivement.
Les travailleurs avaient peur de perdre leur emploi. Mais il y a des clauses, des points tels que révélés par le DAF, qui disent que les gars ont le choix de recruter qui ils veulent. Oui. Le personnel, la gestion du personnel. Ça ne rassure pas eux autres, qui sont là-bas, ils travaillent depuis des années. Si on n'essaye pas d'améliorer leurs conditions de vie, on ne peut pas venir donner la carte blanche à une compagnie privée de venir foutre leur avenir en l'air. Donc le combat qu'ils mènent, c'est un combat noble. C'est pour la survie à leur famille. Et je trouve déplorable dans un pays qui se veut démocratique qu'on puisse emprisonner, si vous voulez, on puisse suspendre quelqu'un parce qu'il a émis une opinion par rapport à un sujet qui concerne son avenir à lui et l'avenir de l'entreprise dont il fait partie de la gestion. Le DAF a été suspendu. Vous avez vu ça aussi. En temps normal, puisqu'il y a eu des points qui ont été soulevés, vous corrigez ces imperfections-là, on va aller de l'avant. Peut-être Al-Bayrak là. Non, Al-Barka, comme disait un gars. Al-Bayrak paye peut-être, selon le ministre des Transports, paye plus de 330 millions de dollars sur la durée du contrat. Et tout ce qui s'assure. Si on peut trouver le meilleur offrant, mais qu'on lance un nouvel appel d'offres pour apaiser les esprits, faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Mais lorsqu'on se cache, je n'émets pas de jugement de valeur sur la personne du ministre des Transports, pour qui j'ai un grand respect, mais je parle de la fonction qu'il occupe ici. Mais si ça lui dépasse qu'on essaye, mais le président de la République notamment, il doit prendre ses responsabilités pour sauver les choses avant qu'il soit tard. C'est extrêmement important. Lorsque ton peuple n'est pas content et se fait entendre d'une manière ou d'une autre, c'est à vous de prendre vos responsabilités et trouver les voies et moyens pour sortir de cette crise-là. Mais si les gens ne veulent pas dialoguer, on veut faire asseoir l'autorité de l'État par la force sur quelque chose que les travailleurs eux-mêmes trouvent biaisé, il y a un problème. Il y a un problème. Justement, c'est ce qui est encore plus. C'est même pas la question du fond, mais c'est de savoir qu'aujourd'hui, que chez nous, les gens ne peuvent pas exercer librement leur chose, que ce soit journaliste, que ce soit syndicat, automatiquement tu es coffré dans pleine journée comme tu es kidnappé, parce que moi je dirais pas ça, c'est pas légal, parce qu'on s'entend que quand tu es un citoyen, on ne t'interpelle pas dans la rue comme ça pour te coffrer, c'est comme une arrestation. Vous comprenez? Et que moi en fait, ce qui me truc, c'est que pourquoi les gens ne peuvent pas, on laisse tout le monde, le peu de gens, d'abord dans notre pays, personne ne parle. Et si quelques personnes courageuses se lèvent, elles sont automatiquement broyées et là rien ne se passe. Mais je vais te décevoir. En termes de liberté d'expression, la Guinée a fait beaucoup de progrès. Il faut se reconnaître, se le dire. Au niveau étatique, vous suivez les radios, vous suivez les médias, sincèrement, la liberté d'expression existe. Vous comprenez? Il y a peut-être certaines fautes administratives qui sont commises là. Si les règles internes, les textes prévoient des sanctions disciplinaires par rapport à X ou Y raison, je ne vois pas de problème dans ce sens. Mais à ce qui a trait à la liberté d'expression, vous savez combien de fois on critique Alpha Condé par jour? Combien de fois on critique Cellou Dalein Diallo? Combien de fois même les médias s'entrecritiquent? Non, la liberté... ce n'est pas l'opinion de la population. Non. Moi, je parle, c'est des personnes. Comment le DAF aujourd'hui, il peut être suspendu de son truc? Comment aujourd'hui, on peut aller en pleine nuit, chercher un syndicat, le chercher dans un hôtel et que ça reste... C'est pas normal. Ce sont des problèmes de dysfonctionnement, des imperfections que les gens doivent réellement essayer de corriger. Mais il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a parfois des zélés qui agissent au nom d'un pouvoir sans qu'ils soient forcément mandatés par le même pouvoir. Mais c'est au pouvoir de sortir. Ils sont nombreux. Nombreux. Ils sont tapis dans l'homme qui a dit que tu fomentes des faux coups pour régler des comptes inutilement. Vous voyez, c'est un régime policier qui a toujours été en Guinée. Tout le monde est policier. Aujourd'hui, tu as des amis, tu ne peux pas les considérer comme étant des vrais amis parce que c'est des gens qui te rapportent en longueur de journée à la présidence de la République au niveau des services de renseignement, au niveau du bureau d'investigation de la sécurité présidentielle. Ça existe. On n'est plus donc en ce cas en démocratie. Non, faut se le dire. Non, même aux États-Unis, ça se fait. Vous et moi, on est. Est-ce que ce que vous dites, ça menace la sécurité intérieure? On ne va pas vous. Si vous passez. Mais c'est ce que je dis, les gens, du matin au soir, attendez, ou bien si vous ne menacez pas la sécurité intérieure. On n'agit pas en fonction de ses émotions. Que dit la loi administrative au niveau
du port autonome de Conakry, est-ce qu'un DAF a le droit de parler sans qu'il soit mandaté? Je n'en sais pas. Je n'ai pas de texte réglementaire et statutaire devant moi pour pouvoir me prononcer. Par ailleurs, je dénonce avec énergie qu'il soit sanctionné de cette façon. Parfois, là, il faut quand même occuper les justes milieux. La liberté d'expression, elle existe. Mais quand tu es un commis de l'État, ici au gouvernement fédéral ou au gouvernement provincial, au Canada ici, est-ce qu'un fonctionnaire a droit à la parole s'il n'est pas mandaté? Oui, mais on s'en... Est-ce qu'il... Non, répondez par oui ou non. Oui. Est-ce qu'il a droit à la parole sans qu'il ne soit pas mandaté? Non. Voilà. Donc, est-ce que c'est la même chose chez nous? Je ne sais pas. Mais, quelles que soient les raisons, on peut en déduire que M. Keita, là, Ibrahim Khalil Keita, il a été suspendu à cause des prises de position qu'il a faites contre ce contrat qu'il a démonté avec arguments et preuves à l'appui que ce n'est pas bon pour le pays. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est de s'inspirer de ce qu'il a noté dans sa note adressée à la haute autorité du pays. Mais est-ce que essayer de parfaire le contrat et aller de l'avant. Pour toute personne qui est douée d'un minimum, je veux dire, de conscience, en lisant même partout, parce que je ne sais pas si le ministre en question, il a lu, parce que il a expliqué, il y a parfois un copier-coller, on parle d'un port français. C'est-à-dire que c'est comme ils ont pris un projet qui était destiné ailleurs, qu'ils ont copié et collé pour qu'ils ont présenté aux gens. Mais c'est ce que je vous ai dit là, ces anomalies-là. Les gens sont allés, il y a une source interne qui est allée ressortir là où ils sont allés prendre les trucs d'origine. Il les a comparés dans un tableau dont nous vous ferons plaisir de publier dans les heures qui suivent. Voilà, donc ça veut dire que les gens qui sont là, le DAF en tant que, parce que le port autonome de Conakry c'est quand même une entreprise d'État qui n'est pas forcément le ministère en tant que tel, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement, il y a un directeur qui est là, il y a toute une structure. Donc c'est tout à fait normal que lui peut-être qu'il se rencontre, parce qu'il n'a pas appelé une conférence de presse là pour expliquer, c'est quand même un truc interne qui est lié avec les employés pour les expliquer c'est quoi leur société qui est le port autonome de Conakry, la situation de l'entreprise, parce qu'ils sont en train de perdre la gestion du port. Oui, c'est la crainte, la gestion du port. Ils ont peur de perdre cette gestion-là, telle que le DAF a brillamment expliqué dans son truc-là. Mais c'est ce que je dis. Le gouvernement a manqué de tact. On peut dire d'élégance républicaine. D'élégance républicaine face à ce projet donné. Sinon, c'est un projet qui est très simple. Vous regardez, il y a eu des réserves qui ont été émises, des observations, dans n'importe quel projet donné, lorsqu'on formule des observations et qu'on juge que ces observations sont pertinentes pour rassurer les différents acteurs intervenant dans le projet, il n'y a aucun orgueil, il devrait y avoir aucun orgueil de faire une là et faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Mais les gens sont restés campés sur leur position. Pourquoi? Je n'en sais rien. Le président, vous avez vu sa sortie la fois dernière, et sabrant un peu les gens qui sabotaient ce projet-là à la télé. Personnellement, je l'ai suivi. Ça ne me rassure pas par rapport à ce truc-là. Lorsque les gens ont fait des observations, ils sont cadres à l'interne là, et ils connaissent. Il y a le jeune Dramé qui a démissionné, qui est le directeur des ressources humaines, que je ne connais même pas, mais il m'a séduit par son approche. Il a fait des propositions, et plus le DAF, pour faire en sorte qu'on ne dit pas on ne veut pas de cette société turque-là, mais voici nos observations. Priez de bien vouloir les incorporer pour permettre aux trucs-là, aux uns et aux autres, d'être rassurés. Mais si on ne le fait pas, on veut agir. Admettons qu'on puisse prendre ça, mais le gouvernement qui viendra après peut dire, mais écoutez, on annule. Et voilà. Mais on voit et pour un État sérieux, on ne peut pas toujours continuer à se déroger de ses engagements. On prend un engagement aujourd'hui, après 1 an, 2 ans, il y a un autre gouvernement qui vient, qui estime que oui, ça a été mal ficelé, on n'en met pas. Donc pour éviter de tomber dans ce type de piège, il va falloir réellement revoir certaines clauses en tenant compte des observations pertinentes permettant au projet d'aller de l'avant. Justement, en estimant que bon, l'État il est là, le gouvernement Alpha Condé en l'occurrence, il est là pour l'intérêt des Guinéens et puis des travailleurs. Si par exemple, c'est pas la première fois qu'il y a une entreprise portuaire vient en Guinée, Bolloré est venu, il n'y a pas eu ce problème-là au niveau des travailleurs du port, mais que cette fois-ci,
Dès comme il y a vraiment des gens se lèvent et que la plus haute direction de l'agence qui est chargée de régulariser le fonctionnement du port qui est le PAC, parce que disons que elle est complètement détachée depuis un décret, je pense, dans les années, je sais pas, 80 ou 68, où disait que le PAC, le port autonome de Conakry, comme est une institution, comme une entreprise publique, donc qui fonctionne, qui a des normes, qui a une façon de fonctionner. Si ces gens-là, par exemple, émettent des réserves, ils arrivent à démontrer, à moins que les gens là, qu'il n'y ait pas de personnes de l'ombre qui se cachent, c'est-à-dire que c'est une entreprise écran, parce que qui émettent des choses. Donc ça veut dire en temps normal pour un dirigeant responsable, parce que disons le chat, appelons le chat par le chat, Alpha Condé, parce que le port, d'après plusieurs personnes, que la discussion liée au port, ce n'est pas le ministre, lui il est arrivé, ça c'est déjà avancé, et donc que tout se passe à la présidence. Est-ce que lui en tant que président qui est le père de la nation, il ne devait pas justement se soucier pour chercher à faire comprendre les gens les uns et les autres que écoutez, voilà ici, je comprends vos inquiétudes, on va essayer de tenir en compte et puis demander à les autres d'aller reformuler et de revenir proposer autre chose. Et c'est ce que je vous ai dit. En réalité, le président a reçu ces gens-là, les différents intervenants dans ce truc-là. Les gens ont expliqué et leur observation directement au président de la République et ils lui ont entendu ces observations-là et écrites sur papier. Okay. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est au président de confier ça à une commission, ne serait-ce qu'indépendante. Ça peut être une commission nationale indépendante, mais qui devait statuer et étudier en profondeur les observations formulées par les hauts cadres du port autonome de Conakry. À travers la synthèse de ce que cette équipe va lui présenter et prendre des décisions pour aller de l'avant. C'est aussi simple que ça. Mais si le président ne le fait pas, ça c'est pas de ma faute. Mais je trouve que c'est déplorable qu'il puisse laisser cette situation perdurer. Parce que lui, il suffit qu'il s'implique personnellement pour faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Ouais, et justement, ce n'est pas ce mode de gouvernance qui nous plombe aujourd'hui dans cette situation de crise. De partout, il n'y a pas un interlocuteur direct, crédible. À part peut-être le président, même lui qui parfois, justement, on sait que... Est-ce que ce n'est pas juste ça qui fait que le pays va de crise en crise, que ce soit au niveau politique, il n'y a pas de dialogue, que ce soit au niveau des syndicats, peut-être de l'enseignement, s'il y a une crise. Donc, à tous les niveaux. Est-ce que donc aujourd'hui, la question, finalement, ce n'est pas qu'on dise, ouais, c'est le peuple et tout, mais c'est dans le système de gouvernance dans lequel, c'est-à-dire que le leadership d'Alpha Condé, qui pose vraiment problème. Je suis juste un observateur. Le problème de gouvernance se pose en Guinée. Je l'ai dit, c'est une question qu'on a déjà abordée, mais tu es revenu sous une autre forme. Il y a un problème de leadership, il y a un problème de gouvernance, et tout ce qui est un problème de système qui est là. Lorsque le copinage, la délation, la médiocrité et tant d'autres, aidez-moi à trouver des adjectifs, sont érigés en système de gouvernance, et c'est sûr que c'est très difficile de s'en sortir. Mais à un moment donné de l'histoire, il va falloir avoir, si tu veux, le courage de dire il faut que ça s'arrête et prendre des décisions en fonction des intérêts des populations et à contour courant des gens qui se sentent plus forts que les institutions de la République. Parce que la République, les hommes vont passer, mais la République restera et demeurera pour l'éternité. Donc, quand l'histoire doit retenir que M. Alpha Condé a été président de telle date à telle date, et que, voilà, au sortir de ses mandats, voici ce qu'il nous a légué comme héritage, comme ses prédécesseurs-là. Donc, si on laisse le système, il y a l'impunité qui est toujours là. Ceux auxquels vous avez droit, on vous prive de cela. On continue d'œuvrer dans ce sens-là. La justice veut faire son travail, parfois, elle se trouve être bloquée. Et très souvent, ça complique les choses. Donc, il y a un problème de gouvernance qui se pose. Et le Premier ministre Kassori, quand il prenait les fonctions, il l'a dit, qu'il allait s'attaquer à la gouvernance. Donc, tout le monde est unanime. Mais ça, c'est ça son temps, cette crise. Mais tout le monde est unanime. Il ne faut pas qu'on continue de tourner autour de pot. C'est une question que j'ai répondu, mais je reviens là-dessus. Lorsque tout ça est érigé en système de gouvernance, on ne peut pas réellement aller de l'avant. Mais les Guinéens ont leur propre responsabilité dedans. Et ils ont leur propre responsabilité dedans. Parce que quand on a voulu... des Guinéens sont analphabètes. On s'entend que beaucoup n'ont pas cette masse critique que vous avez. Et les 80% peuvent être analphabètes. Mais au moins,
quand on a voulu que Lansana Conté parte, parmi ces 80%-là, il y a au moins 40% qui sont sortis dehors. Oui. Pour dire au président Lansana Conté, oui, halt, ça va, vraiment on est fatigué, on veut le changement. Et le président a compris. Ouais. Il a compris. Ouais. Il faut écouter son peuple, pas ceux qui vous induisent dans l'erreur. Écouter son peuple, c'est un devoir inouï pour un chef. Mais pour vous, en tant que, est-ce que vous pensez que peut-être Conté était plus à l'écoute, c'est-à-dire qu'il était plus au contact des réalités de Guinée, justement avec ses voyages à l'intérieur, hormis le cadre, soit pour des événements, pour des cas spécifiques, parce qu'Alpha Condé, généralement, ses déplacements à l'intérieur ou quand il rencontre des Guinéens, c'est souvent dans un cadre formel où c'est un événement qui est là, il vient, puis on l'applaudit. Est-ce que Conté peut-être ne connaissait pas plus les réalités du pays et que donc, à un moment donné... Tu m'amènes à faire une comparaison. Comme je t'ai dit, je ne peux pas faire de jugement de valeur. Mais Conté et Alpha Condé sont deux personnalités complètement différentes. Conté a passé toute sa carrière en République de Guinée. Tandis que monsieur le président Alpha Condé, il a grandi, il est allé à l'étranger à l'âge de 16 ans. Donc, il a la culture occidentale. Donc, faites vous-même la balance. Conté s'est considéré comme étant un président paysan, ce qui l'a poussé à faire l'agriculture. Non, je ne parle pas de sa activité. Écoute-moi, je te parle de deux personnalités. L'un a évolué à l'étranger, l'autre ne connaît que de la Guinée. Donc, ce n'est pas les mêmes visions. C'est sûr que ce qu'il a partagé avec les Guinéens, le président Alpha Condé, réellement n'a pas eu cette occasion-là. Il l'a dit et il l'a reconnu, il l'a admis publiquement qu'il ne connaît pas la Guinée, il ne connaît pas les Guinéens. C'est son jeune frère Malik Condé, paix à son âme, qui connaissait les Guinéens. Malheureusement pour lui, il a eu le pouvoir quand son frère est décédé. Donc, du coup, voilà, vous ne pouvez même pas comparer les deux en termes de connaissance du pays, en réalité. Mais, de connaître le pays et ne pas connaître le pays, ce n'est pas ça aussi le problème. Mais il faut se faire entourer par des hommes et femmes capables de vous aider à mener votre politique dans le sens des intérêts des populations, non à contre-courant des intérêts des populations. Ouais. Voilà un tout petit peu la grande différence. De diriger où il léguait le pouvoir était, si on voit par exemple, on compare avec les dames qui étaient au port parce qu'elles étaient nommées quand même par Alpha Condé. Quand vous avez vu la vidéo de directrice là, on s'entend quand même que elles ont quand même une part de responsabilité dans au niveau du port parce qu'elles-mêmes elles ne savent même pas maîtriser le document qu'elles ont signé. Donc il y a un niveau de leurs compétences qui pose problème et que c'est Alpha Condé qui les a choisis. Oui, mais lorsque les nominations sont basées sur d'autres critères hors des compétences, il y a un problème qui se pose. Elles ne sont pas seules dans ça. Certainement, elles ont agi au nom de l'autorité, mais elles ont manqué si vous voulez, de tact elles aussi, et à mener ce dossier-là devant les syndicats. C'est avec beaucoup d'amateurisme. Réellement, c'est pas, les images n'étaient pas agréables à voir. Quand vous suivez la directrice, certainement vous saurez que c'est une personne équilibrée. Mais c'est pas tout le monde qui peut parler face à une masse survoltée. On perd ses nerfs. Non, mais... Et tout ce qui s'ensuit. La méthode par laquelle elles se sont chamaillées là-bas n'était pas simplement agréable à voir. Ça, c'est sûr et certain. Et si le président qui est le dépositaire des décrets, qui signe des décrets et autre chose là, ne revoit pas les critères de choix quant au poste de responsabilité, ce serait difficile de s'en sortir. Il y a même des postes là. Vous prenez même la direction de certains postes de régie. Tu as parlé tout à l'heure des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, le port autonome. À caractère industriel et commercial, combien elles payent à l'État en termes de dividendes? Zéro. Ou que ce qu'elles payent, ce que la direction paye est infime. Par contre, les informations fiables font état de la prise en charge des membres du conseil d'administration. On paye, si tu veux, les primes de carburant mensuellement pour eux, les primes de ramadan, machin, le conseil d'administration. Mais qu'est-ce que l'État perçoit en termes de revenus concrets sur la base des gains obtenus, réalisés par la direction du port autonome de Conakry? Les traces sont difficilement visibles dans le livre du Trésor public. Renseigner, il faut te renseigner, tu verras. Donc, il y a un problème lorsque le choix est beaucoup plus politique et non pas basé sur des compétences, sincèrement, il y a un problème. Sinon, il y a certaines personnes qui sont à la tête
de certains postes de régie, elles ne méritent pas. Des gens qui ne peuvent même pas t'écrire un fragment de phrase sans faire des fautes, ou des gens qui ne peuvent même pas te rédiger une note administrative, il y a un problème. Et il y a beaucoup de directions là, les gens sont nommés pour des raisons politiques alors qu'ils n'ont aucune compétence leur permettant d'aller au bout de la mission de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Ça cause problème. C'est ça qui Quitte à créer une compétition par rapport au poste où il y a l'argent là, que de nous choisir des gens politiques là. Mais il y a les postes ministériels pour ça, non, en temps normal. Et choisir les gens, les postes ministériels là, ça c'est la fonction politique. Ouais. Tu peux mettre un ministre, mais il y a beaucoup d'entreprises administratives comme ça là, beaucoup d'entreprises publiques à caractère industriel et administratif qui font des recettes, mais dont les dividendes ne sont jamais versés dans le compte du trésor public guinéen. Pourquoi? Les gens font l'argent comme ils veulent, si ce n'est pas pour acheter des séries de motos, pour des propagandistes là, aller les distribuer là-bas, c'est pour acheter d'autres choses, des terrains de machin là, construire des terrains de football, ou bien aller distribuer des maillots aux gens, et patati et patata. Pourtant, lorsqu'il y a les gains, c'est un service public qui appartient à l'État. Lorsqu'il y a gain, on prend à travers la décision du conseil d'administration qui va décider de l'orientation à donner à l'entreprise et qui va décider du budget. Le gain là, s'il n'y a pas d'investissement, il y a une partie qui doit être rétrocédée à l'État. Mais même la banque centrale dont on parle là, la banque centrale ne paye pas de dividendes sur les gains qu'elle réalise. Normalement, selon les textes de loi, c'est 10 à 15% que la banque centrale doit verser au trésor public en termes sur ces dividendes-là. Mais ça ne se fait pas. Par contre, lorsque le trésor public a un déficit budgétaire, est au rouge là, le trésor, la loi l'autorise à s'endetter vis-à-vis de la banque centrale, moyennant paiement d'un taux d'intérêt de 5% à travers des bons du trésor. Par ailleurs, la banque centrale ne paye pas des dividendes au trésor public et à l'État. Le trésor public, c'est l'État. Parce que c'est la caisse qui reçoit toutes les recettes du pays. Si la banque centrale ne paye rien, il y a un problème. Donc, à l'image de la banque centrale, il y a beaucoup d'autres entreprises. Les DG. Et tous ces designs. Vous prenez l'ARP, l'autorité de régulation des postes de télécommunications en Guinée. Vous avez vu le dernier conseil des ministres avant le remaniement, où tous les indicateurs étaient au rouge. Avant l'arrivée de la mission, mais il n'y avait presque rien dans les caisses du trésor public domiciliées à la Banque centrale de la République de Guinée. Il a fallu que le gouvernement s'endette vis-à-vis de l'ARPT à hauteur de 400 milliards de francs guinéens. Pour mettre dans le trésor. Pour mettre dans le compte du trésor public, pour ne pas que les bailleurs viennent trouver que les caisses sont vides. On l'a écrit avant que le conseil des ministres n'en parle. Noir sur blanc. Comment pouvez-vous comprendre que... Mais je pense que c'est des bandits qui dirigent. Comment peut-il comprendre que réellement, comment peut-il comprendre que l'État puisse continuer à s'endetter vis-à-vis des structures qu'il a créées lui-même? Parce que l'ARPT, même si elle est attachée à la présidence de la République, là, lorsqu'elle fait, puisqu'elle vend des services, là, des prestations de services, évaluées en francs, en plusieurs milliers de francs guinéens et en dollars. La Guinée est l'un des pays où les appels internationaux coûtent plus cher, l'un des plus chers au monde. Vous allez à la Banque centrale, il y a une multitude de comptes créés au nom de l'ARPT là-bas, et personne n'ose toucher. Et voilà, et on dit, bon, le président a besoin de ça, et ça relève de la présidence, personne n'ose y toucher. Et maintenant, si l'ARPT, parce qu'il y a des informations qui font état que l'ARPT paye, mais ce qu'elle paye est vraiment très insuffisant par rapport à ce qu'elle aurait dû payer. Sinon, en temps normal, le Trésor n'a pas besoin d'aller s'endetter auprès d'une entité, fût-elle autonome, ou gérée en tenant compte du principe de l'OHADA que tous les gestionnaires là, à la tête de ces épiques là qu'on appelle entreprises publiques à caractère industriel et commercial se cachent maintenant pour essayer de s'enrichir sur le dos. Comme Paul Moussa Diawara. Je n'ai pas parlé de nom de Paul Moussa. Son cas c'est au niveau de la justice, mais je te parle de ces entités. Il n'est pas seul, il y a beaucoup d'autres. Il est tombé, peut-être mal tombé pour des raisons X, Y. Il est aujourd'hui inquiété, mais il y en a d'autres qui auraient pu se retrouver en prison. L'État n'a qu'à faire l'inspection, envoyer des structures de contrôle là. D'ailleurs, c'est l'occasion. Il semblerait qu'il y a 12 entreprises publiques à caractère industriel et commercial qui sont en train d'être, si vous voulez, contrôlées en ce moment.
On est en train de vérifier leur gestion. Et les résultats peut-être vont se sortir très bientôt. Si le président accepte de sanctionner Tambien, s'il n'accepte pas, encore bonjour à la médiocrité, tous azimuts. Voilà. Okay. Donc là, on va essayer d'aller vers la dernière partie de l'émission, brièvement, parce que c'est quand même quelque chose qui fait l'actualité actuellement, c'est justement les sorties des autorités religieuses et coutumières ces derniers temps, surtout en Basse-Guinée. Donc, à votre avis, qu'est-ce que cela vous inspire? Quel devait être le rôle des autorités religieuses et coutumières dans nos systèmes politiques? Non, les rôles des autorités coutumières se limiteront normalement à la sensibilisation, le rôle de tampon, si vous voulez, entre les populations et les dirigeants. Mais depuis l'histoire de l'indépendance de la Guinée, vous-même vous avez tous remarqué que ces autorités religieuses sont toujours à la solde du pouvoir. Et c'est le pouvoir qui les entretient. Et lorsque le pouvoir t'entretient, tu ne veux pas avoir de problème avec ce pouvoir qui est en place. Donc, qu'est-ce qui arrive? Si vous... Le président Alpha Condé, le président de la République aujourd'hui, il y a beaucoup qui le maudissaient au temps de Lansana Conté, et ce sont eux qui sont en train de bénir pour lui aujourd'hui. Donc, dans la tête de ces autorités religieuses, c'est quoi? Le pouvoir, c'est le bon Dieu qui le donne. Et personne ne peut, contre la volonté du pouvoir, et la volonté divine du moins, personne ne pourrait quelque chose contre ça. Étant donné que c'est le bon Dieu qui donne, Alpha Condé a le pouvoir, il faut qu'il reste encore président de la République. Donc, les gens outrepassent pour ne pas être en porte-à-faux et avec, si vous voulez, les autorités dirigeantes du pays. Donc, au lieu de jouer le rôle de conseil et d'orientation stratégique, en termes de bonne gouvernance, puisque Dieu seul sait l'influence que ces autorités coutumières-là ont sur leur communauté, à la base. Dans les mosquées, partout, et les gens respectent ces gens-là. Donc, et si ces gens-là sont incapables de dire la vérité à un chef, parce que si j'ai dit ça, je n'aurai pas plus de carburant, je n'aurai plus de 4x4, je n'aurai plus d'attention du pouvoir ou des amis du pouvoir, il y a un problème. Donc, du coup, elle constitue un frein pour l'avènement d'une alternance démocratique crédible en République de Guinée. Parce que il faut connaître la Guinée, c'est un pays profond et perverti. Souvent, des dépositaires du pouvoir sont des gens qui ne savent pas forcément lire ni écrire. Mais sont des gens de la République. Ce sont des gens qui font et défendent des gens en République de Guinée. Mais c'est la faute à qui essaie d'entretenir. Mais c'est ce que je dis là. C'est la faute. C'est quand on est beaucoup plus intéressé par la part du gain que la défense des intérêts des populations, c'est ce qui arrive là. Donc la responsabilité, elle est collective. Ces autorités sont là, religieuses sont là. Si le peuple se rend compte qu'elles ne jouent pas correctement leur rôle, c'est au peuple de tirer les conséquences qui s'imposent et les leçons qui s'imposent. Mais quand même, on ne peut pas laisser, à travers plusieurs générations, continuer à laisser les mêmes pratiques. C'est la sociologie politique de la Guinée. La géopolitique est très complexe. Et quand ignorer ces paramètres-là, en pensant que oui, la démocratie, comment ça se passe au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne ou en Angleterre, c'est la même façon que ça doit se passer chez nous, c'est passer à côté du sujet. Donc, elles ont vraiment une grande influence sur les prises de décision. Un seul exemple. On peut enlever un fils de la basse-côte à un poste de ministre ou un poste de direction. Mais ce sont les mêmes autorités, a dit ça au nom de la basse-côte, sans être forcément mandaté, qui vont voir le président de la République. Ah, mais dis donc, tu as enlevé notre fils. Et il faut que tu lui trouves un point de chute. Même si par ailleurs, la personne pour laquelle ou pour qui on est en train de faire le lobby n'a pas le niveau requis en matière de gestion. C'est la même chose en Haute-Guinée, en Guinée forestière et au Fouta. C'est pareil. Les gens agissent en fonction de leur intérêt. Mais est-ce que c'est pas Alpha Condé qui a donné la bénédiction dans la mesure où il obéit tout le temps? J'ai jamais vu sortir, recadrer quelqu'un qui a tenu des propos anti-républicains et que en tant que garant de la constitution guinéenne, parce que c'est sur ça qu'il a prêté serment, donc le père de la nation, il maintient l'équilibre de la nation, sortir pour rappeler telle sortie soit de son parti ou des personnes qui tiennent des propos anti-républicains.
Oui, mais Alpha Condé est le président de la République. Ces choses-là n'ont pas commencé au temps d'Alpha Condé. Au temps de Lansana Conté, ces mêmes autorités coutumières-là étaient là. Elles manœuvraient. C'était visible. Au temps du président Ahmed Sékou Touré, peut-être que tu ne t'es pas né, je ne sais pas. Les mêmes autorités étaient là. Étaient toujours... Mais ce n'est pas politique. Je dis que peut-être elle le faisait Entendons-nous, tu n'as pas connu le temps de Sékou Touré, tu ne peux pas parler de cela. Donc quand on parle, tu écoutes. En écoutant, tu apprendras beaucoup. C'est important. Au temps de Sékou Touré, les mêmes autorités étaient là. Au temps de Conté, elles sont là. Elles étaient là. Et au temps de Alpha Condé, elles sont là. Peut-être il y a beaucoup qui changent. Moi, je parle beaucoup par rapport aux coordinations. Oui, mais les coordinations ont toujours existé. Les coordinations... Et renseigne-toi, la prise du pouvoir, là, après les années d'indépendance, là, je pense que Guinée News a fait une série d'articles du rôle de ces coordinations-là. Et on les a comparés même aux autorités coutumières et au Ghana. Comment les gens la jouent, contrairement à ce que nos autorités coutumières font en Guinée. Il faut aller revoir les archives. Tout est détaillé dedans. J'ai dit que ces autorités, il y a beaucoup de leur façon de faire que personnellement je n'approuve pas et qu'elles constituent un obstacle certain pour l'alternance démocratique en Guinée. Ça, c'est certain. Parce que les gens sont beaucoup plus affairés pour leur intérêt personnel que les intérêts généraux, les intérêts des populations. Et ils veulent avoir combien de cash qu'ils vont faire en faisant la promotion de X ou de Y au lieu de conseiller réellement le chef de l'État de le recadrer humblement et de façon très tacte, réellement, à revoir sa façon de faire dans le sens des intérêts des populations. Mais si elles ne le font pas, il y a un problème. C'est dommage que la situation soit comme ça, mais encore, la solution du problème de la Guinée se trouve dans les mains des Guinéens. Il n'y a aucune autre personne qui viendrait faire les choses, pousser au changement là-bas en dehors des Guinéens. C'est aux Guinéens de dire... Mais c'est aux Guinéens de dire, s'ils veulent, on en a marre. Quand on en a marre d'un gouvernement, on fait quoi? Oui, mais là, le problème, ce n'est pas au niveau de... Quand on parle des autorités religieuses, des autorités, des coordinations, par exemple, qui, ces derniers temps, depuis 2010, se sont beaucoup immiscés dans le débat politique guinéen. Oui. Je comprends qu'avant, ça se faisait et qu'une personnalité, que ce soit morale ou religieuse, elle doit avoir un penchant parce qu'on s'entend que c'est pas, on ne peut pas être neutre. Donc, mais l'opinion aujourd'hui, elle est exprimée publiquement. Et souvent, ça a tendance à aller vers le pouvoir en place. Et quand on observe la situation ces dernières années, ce qui se passe en Guinée, où la coordination Fouta Alpulaar, où parfois ils montent au créneau pour dire si quelqu'un touche encore de nos fils, ou ainsi de suite, ou chercher même à régler des différends des hommes, des leaders politiques de la même région. Vous comprenez? Oui. Et donc, en tant que président de la République, parce que les Guinéens ne peuvent pas parler... Les Guinéens, ils ont élu quelqu'un qui est le gardien de la Constitution. Oui. Et donc, la Constitution, c'est comme la nation des gens sont égaux. Un Guinéen, peu importe où il se trouve en Guinée, il a le droit d'être élu partout où il veut. Et est-ce qu'en temps normal, il ne revient pas justement au président qui est le garant de la Constitution pour un pays où les gens à 80% sont analphabètes, ne comprennent pas c'est quoi la République et tout, de faire comprendre aux gens que, écoutez, il y a des lignes rouges qu'on doit franchir et moi je suis là pour rappeler les gens à l'ordre. Oui, mais c'est ce qui se dit. Dans un pays où la normalité est normale, tout est OK. Mais normalement, si les institutions jouaient correctement leur rôle et qu'il n'y avait pas le pouvoir exécutif, ne s'initiait pas au niveau du pouvoir exécutif, les choses au niveau du pouvoir judiciaire, si on laissait correctement la justice de jouer correctement son rôle, réellement, les choses devraient partir autrement. Mais parfois, je ne sais pas si tu es arrivé d'aller dans certaines mosquées à Conakry où les prêches sont orientés de façon éhonteuse et démagogique vers des trucs politiques et tout ce qui s'ensuit. Parfois, tu ne veux pas entendre ces speeches-là. Et pourquoi? Parce que, encore une fois de plus, le pouvoir peut-être est intéressé beaucoup plus. Le président, un président de la République, futur Alpha Condé, est beaucoup plus intéressé en l'enrichissement de son pouvoir réellement qu'au développement. Qu'à la prochaine génération. Au président Conté, peut-être c'était pareil, vous comprenez? Donc, ces gens-là qui sont là, tu es obligé de les ménager, leur donner beaucoup d'argent. Quand on parle de sport de souveraineté, là, la plupart va dans les poches de ces autorités coutumières que tu dénonces, là, les coordinations régionales. Et beaucoup ont eu leur poste de responsabilité
c'est grâce à l'implication de leur communauté. Okay. Donc du coup, si les textes de loi d'un pays, les fondements réels d'une république sont bafoués, on gère le pays sur la base de compromission, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que les choses aillent normalement ou anormalement. Il faut, la seule et unique chose, on peut avoir des penchants pour des gens, mais il faut que les gens respectent. Qui ont prêté serment, il faut que les gens fassent respecter la loi. Parce que sans loi, la République deviendrait bananière. Et malheureusement, ce sont ces choses-là qu'on constate ça et là, en observant de près ou de loin comment les choses évoluent chez nous. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, pour neutraliser ces autorités religieuses-là, c'est aux Guinéens de leur dire, mais dis donc, voilà ce que vous faites. Ce que vous faites, vous avez fait jusque-là, là, nous pensons que en continuant à faire ça, ce n'est pas bon pour notre avenir, et puis trouver la voie qu'il faut. Mais, lorsqu'il y a même division entre ces coordinations-là, ou à l'interne, ça arrange le pouvoir. Ça arrange le pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit, le rôle néfaste que ces gens-là jouent dans la gestion des affaires publiques en Guinée. Malheureusement, c'est ça. Il faut que les Guinéens comprennent que personne ne viendra développer la Guinée. Ce sont eux qui doivent développer leur pays. Ils doivent se donner les mains dans les mains et surtout qu'on tienne compte des compétences. À force égale, qu'on regarde les compétences. Mais si vous voyez des recrutements fantaisistes sur des bases farfelues, népotistes, basés sur le népotisme, vous vous demandez réellement où on va dans ce pays. Donc c'est très compliqué. Ok, là, une dernière chose, juste avant que vous partiez, c'est comme la situation que vivent nos parents actuellement à la Mecque. C'est vrai qu'en Guinée, partout, il y a des problèmes à tous les niveaux, que les Guinéens vivent dans des conditions difficiles, malgré que certains arrivent à s'en sortir, mais ils vivent toujours les conditions de vie. Mais comment vous imaginez que même au-delà de nos frontières, que des personnes âgées se retrouvent au lieu saint et se retrouvent jusqu'à présent là-bas, alors que la plupart des pays, les gens sont déjà arrivés chez eux? C'est un manque d'organisation, simplement. Chaque année a ses lots de challenges, chaque année a son lot de contraintes, des problèmes qui, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à résoudre. C'est très déplorable de voir la situation de nos pèlerins. Et comme ça, quand tu vois tes parents qui sont à la Mecque, qui souffrent de cette façon, et qu'on dise que, ah oui, on a passé ça à certaines compagnies. Mais avant de passer les contrats aux compagnies, les compagnies, 15 compagnies, vous avez, selon le représentant de la Ligue islamique, là, comment ça s'appelle, Ousmane Koné, l'ancien ministre du budget, vous avez vu son intervention dans les dossiers que Guinée News a traité cette semaine. Il a dit qu'ils ont fait sous-traiter avec 15 compagnies spécialisées dans l'organisation du Hajj. Mais est-ce que vous êtes obligé de donner le contrat à toutes les 15 si, a priori, vous n'êtes pas sûr de leur efficacité sur le terrain? Avec tout ce qu'il a tenté de se défendre, c'est sa parole contre la parole des pèlerins. Ouais. C'est aux lecteurs de tirer leurs propres conclusions. Mais c'est le manque d'organisation. Le manque d'organisation. Tant qu'il n'y a pas d'imputabilité, tant qu'il y a l'impunité, ce sont les mêmes bêtises qui se reproduiront l'année prochaine. Il va falloir à un moment donné dire halte à l'impunité et vraiment sanctionner quand il faut sanctionner et innover, faire en sorte que ce qui se passe de bon ailleurs, qu'on soit un bel exemple aussi, que les autres pays ils peuvent s'inspirer. Mais chaque année, les gens sont sans argent, ils ont couché à peine dans la mosquée. Presque tous les pays, les pèlerins des autres pays sont partis. C'est au président de la République de sévir. Il faut sanctionner. C'est pas normal. Imaginez que vous payez $5 000 pour que vos parents se retrouvent à la Mecque. Parce que les gens ont payé cher. Et qu'aujourd'hui, ces gens se retrouvent là-bas. La plupart des personnalités qui sont parties à la Mecque, eux sont déjà en Guinée. Il a dit que ce soit des députés, que ce soit des gens de l'administration, des fonctionnaires. Eux, ils sont déjà dans les premiers convois et tout. Et on laisse les autres. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il ne serait pas peut-être que les gens refusent vraiment de faire affaire avec la Ligue islamique? Parce que moi, je pense qu'on devait plutôt essayer de privatiser, de laisser ça à la concurrence et que les gens puissent offrir des services. Qu'on ne peut pas laisser la Ligue islamique avoir le monopole. Voilà, parce qu'il n'a pas une vocation d'organiser un pèlerin. C'est peut-être à des associations de voyage qui ont peut-être des moyens de logistique et tout, qui sont professionnels, qui vont vouloir se challenger pour avoir chaque année plus de clients, au lieu que ce soit dans les mains de l'État.
Oui, mais c'est une bonne idée. Peut-être que certaines autorités nous suivent ou on va leur informer. Mais il va falloir résoudre le problème, s'attaquer au problème à la racine. Parce que chaque année, ce sont les mêmes problèmes qui se répètent. Chaque année, ce sont les mêmes problèmes qui se répètent. Si tu as bien lu l'intervention de même M. Condé Assouman, il a bien expliqué la partie là aussi, comme j'ai dit, ça parle contre la parole des pèlerins, parce que ce sont les pèlerins qui endurent. Donc il y a eu le mélange, il y en a qu'on a fait voyager. C'est pas un argument qui tient. Moi je pense que il faut se respecter dans ce pays-là. Il faut respecter les personnes qui font affaire avec la Ligue islamique. C'est une bonne approche. Si la Ligue islamique est incompétente, puisqu'elle est incompétente, sinon elle n'aurait même pas dû sous-traiter avec les agences de voyage spécialisées en République guinéenne. Tu as fait ça cette année, il y a eu des problèmes. L'année prochaine, il y a les mêmes problèmes. Pourquoi ne pas se préparer? Vous avez un an pour vous préparer. Prenez toutes les dispositions pour éviter que les gens qui vont expier leur péché là-bas prennent d'autres péchés que vous-même. Vous prenez des péchés réellement parce que les gens la souffrent. Donc moi je pense que c'est pas une idée folle. Ils peuvent... Toutes les idées mais c'est les gens maintenant qui envoient leurs parents qui doivent aujourd'hui... que c'est peut-être la population qui doit aussi... c'est les gens libres à eux. Si leurs moyens leur permettent. Il y en a beaucoup qui font voyager leurs parents à partir de l'étranger maintenant. Et puis non pas à partir de la Ligue islamique. Il y en a d'autres qui font l'inverse en tenant compte du coût. Donc chacun... C'est un marché qui mais je veux dire là-dessus qu'on doit par exemple de pouvoir demander des comptes à nos autorités. C'est ce qu'on a dit. Tu aimes faire la répétition. On a parlé de ça. Si tu n'as pas d'autre sujet, je devrais pouvoir m'excuser parce que je dois aller assister à une activité là pour laquelle aussi je suis là. Ça, c'est au pouvoir de prendre ses responsabilités. C'est le pouvoir qui a les décrets. Et c'est le pouvoir qui doit faire le choix en tenant compte des compétences, de l'efficacité, qu'autres critères hors de ces critères-là. Ok, alors chers abonnés, vous avez entendu, aujourd'hui on avait Dr Youssouf Boundou Sylla. Bon, avant de le quitter, on va lui donner juste la parole pour qu'il clôture, c'est-à-dire le dernier mot, le message que vous pouvez lancer, soit aux abonnés ou aux Guinéens qui nous suivent de partout. Vous avez la parole. Bon, mon message c'est un message républicain. Les Guinéens doivent continuer à espérer et se battre pour un lendemain meilleur. Encore une fois de plus, l'avenir de la Guinée se trouve dans les mains des Guinéens. C'est aux Guinéens de se lever et demander des comptes à nos dirigeants et s'impliquer activement de façon honnête, loyale et patriotique pour faire en sorte que le pays aille de l'avant. Par ailleurs, j'inviterai les téléspectateurs, les internautes à suivre ta radio que personnellement j'avais promis de soutenir, raison de ma présence ici ce soir. Il faut soutenir cette radio IRI hors radio. Non, mais pour les gens, on va changer. Maintenant, l'idée va devenir LCG, la conversation guinéenne. Donc, la conversation guinéenne. D'accord. C'est facile à prononcer ça. LCG. De soutenir cette radio, c'est une belle initiative citoyenne. Il fait ça lui aussi bénévolement. Et c'est sa façon de participer au développement du pays. Même si il devait être en Guinée depuis le mois de janvier ou février, mais il est encore là. Et dans 2 ans, on va se reparler encore. En tout cas, merci. Bon, j'espère que, comme vous le savez, on arrive au terme de cette émission. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que ça a permis d'éclairer votre lanterne sur la situation en Guinée. En tout cas, je vous remercie. Donc, on se retrouve avec un prochain numéro, avec un autre invité certainement. Et merci, bonne soirée à vous. Merci.